Avant de débuter notre récit, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1, la nuit fatidique. La soirée d'automne avait débuté avec une perfection absolue. Le gala de charité au Waldorf Astoria avait été un succès retentissant, récoltant plus de 8 millions de dollars pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Ethan Rivers, 42 ans, PDG de Rivers Fresh Enterprises, la plus grande entreprise de distribution de produits frais d'Amérique, avait été l'orateur principal et le plus grand donateur de la soirée. Sa présence commandait l'attention dans chaque pièce où il pénétrait, grand et distingué, ses cheveux poivre et sel complimentaient ses yeux d'un bleu perçant, sa mâchoire carrée et ses épaules qui portaient le poids d'un empire d'1 milliard de dollars avec une aisance travaillée. Alors qu'il guidait son épouse, Lila, à travers la grande salle de bal vers la sortie, de nombreux invités s'approchèrent pour lui serrer la main, complimenter son discours ou simplement chercher à être reconnu par l'un des couples les plus influents de New York. Lila Rivers, ancienne mannequin dont le visage avait orné les couvertures de Vogue et Elle, souriait avec un charme étudié. Sa robe Versace couleur champagne accentuait sa silhouette élancée, les diamants à sa gorge et à ses oreilles captant la lumière à chaque mouvement gracieux. À 34 ans, elle demeurait d'une beauté à couper le souffle. Ses cheveux blonds platine étaient arrangés en un chignon élégant, ses yeux émeraude calculateurs sous des sourcils parfaitement sculptés. « Tu as été brillant ce soir », murmura-t-elle. Ses doigts manucurés pressèrent légèrement son bras alors qu'ils échappaient enfin à la foule. Sa voix portait la légère mélodie de son éducation sudiste, un accent qu'elle réprimait généralement mais laissait émerger lorsqu'elle cherchait à charmer son mari. Ethan lui sourit, bien que la chaleur n'atteignît pas tout à fait ses yeux. Leur mariage s'était distendu au cours de l'année écoulée. Leur conversation était devenue plus formelle que passionnée. Ce soir marquait leur première apparition publique ensemble depuis près d'1 mois. « La fondation fera bon usage de cet argent », répondit-il. Sa voix grave portait cette assurance mesurée qui avait scellé d'innombrables accords commerciaux. L'air vif d'octobre les accueillit lorsqu'ils sortirent, charriant l'odeur distinctive d'une pluie imminente. Ethan fit un signe de tête au valet, qui ramena promptement son Aston Martin DB11 bleu nuit. Il ouvrit la portière passager pour Lila, inspirant les notes subtiles de son parfum français onéreux alors qu'elle se glissait gracieusement sur le siège en cuir. La familiarité de cette odeur déclencha une vague de nostalgie pour les premiers jours de leur relation, quand chaque moment ensemble semblait électrique et plein de promesses. Alors qu'Ethan s'installait au volant, il aperçut sa femme consultant son téléphone, ses ongles parfaitement manucurés tapant rapidement sur l'écran. Le léger froncement de sourcils qui marquait son front disparut lorsqu'elle remarqua son regard. « Serena se demande si nous pourrons assister à la collecte de fonds d'Eanton le week-end prochain, expliqua-t-elle avec fluidité. Bien qu'Ethan soupçonna que le message provenait de quelqu'un d'autre, il choisit de ne pas insister. Le moteur ronronna, et Ethan inséra le véhicule de luxe dans la circulation tardive de Manhattan. La pluie avait commencé à tomber, légère d'abord, puis avec une intensité croissante, le balayage rythmé des essuie-glaces créait une cadence hypnotique alors qu'ils remontaient vers le nord de la ville. De la musique classique, le clair de lune de Debussy remplissait le silence confortable entre eux. « Je pensais », commença Ethan, les yeux fixés sur la route luisante de pluie, que nous devrions peut-être faire ce voyage à Kyoto dont nous parlons depuis longtemps. Les cerisiers en fleurs seront magnifiques au printemps. C'était une branche d'olivier, une tentative de recapturer quelque chose de leur bonheur passé. 3 ans plus tôt, ils avaient passé un week-end à feuilleter des livres de voyage sur le Japon, faisant des plans et rêvant ensemble. Le voyage avait été reporté à maintes reprises en raison d'engagements professionnels et des contrats de mannequinat de Lila. Elle se tourna pour étudier son profil, son expression indéchiffrable dans la pénombre. « Ce serait charmant », répondit-elle après un moment d'hésitation, bien que je ne sois pas certaine que mon emploi du temps le permette. La nouvelle campagne Dior commence en mars. Ethan hocha la tête, ravalant sa déception face à un nouveau rejet, aussi poliment formulé fut-il. Il se demanda quand exactement ils avaient cessé de se prioriser l'un l'autre, quand leur mariage était devenu une performance soigneusement chorégraphiée plutôt qu'un véritable partenariat. Les lampadaires projetaient une lueur ambrée sur le pavé mouillé alors qu'ils entraient dans l'Upper East Side. Leur pentouse n'était plus qu'à 10 minutes. Les pensées d'Ethan dérivèrent vers la montagne de travail qui l'attendait le lendemain, une acquisition majeure en Californie, des négociations avec des distributeurs européens, une potentielle expansion vers les marchés d'Asie du Sud-Est. « Tu travailles encore trop », observa Lila, interrompant ses pensées.
Ce petit pli entre tes sourcils te trahit. Son ton portait une pointe de préoccupation sincère qui le surprit. Ethan s'autorisa un petit sourire. L'accord Thomson s'avère plus complexe que prévu. Leur réseau de distribution dans le Nord-Ouest Pacifique est précieux, mais leurs opérations internes sont un désastre. Lila acquiesça, bien que ses yeux eussent déjà dérivé vers la fenêtre, son intérêt s'estompant déjà. La conversation retomba dans le silence alors qu'il tournait sur la 76e ruée. La pluie s'était intensifiée, tambourinant contre le toit de la voiture et réduisant la visibilité. Ethan ralentit encore le véhicule, ses mains stables sur le volant. Ils étaient à moins de 5 pâtés de maison de chez eux quand cela arriva. Un éclair de mouvement capta sa vision périphérique, quelque chose de petit s'élançant dans la rue entre deux voitures garées. Dans le cône des phares, Ethan le vit clairement, un petit terrier à poil dur, trempé et terrifié, figé sur place à l'approche de la voiture. « Arrête la voiture !» hurla Lila, son calme volant en éclats alors qu'elle s'agrippait au tableau de bord. La peur brute dans sa voix déclencha la réaction instinctive d'Ethan. Sans pensée consciente, il braqua brusquement pour éviter l'animal, écrasant simultanément la pédale de frein. Le monde ralentit jusqu'à une allure surréaliste. Les pneus de l'Aston Martin perdirent leur adhérence sur la route mouillée. Ethan sentit la sensation écœurante du véhicule commençant à glisser latéralement. Il lutta pour reprendre le contrôle, ses muscles se tendant contre le volant alors qu'il partait en tête à queue. Il aperçut le chien se ruant vers la sécurité et, pendant une fraction de seconde, ressentit un éclair de soulagement. Puis vint l'horrifiant constat qu'il se dirigeait droit vers un camion de livraison arrivant en sens inverse. La dernière action consciente d'Ethan fut de jeter son bras droit en travers du corps de Lila dans une tentative futile de la protéger. Ses doigts effleurèrent la fourrure douce du chien alors qu'il atteignait enfin le trottoir, au moment même où des phares aveuglants inondaient sa vision par la gauche. La cacophonie des freins crissant, du métal se déchirant et du verre brisé assaillit ses sens. Une douleur lancinante éclata dans le bas de son dos alors que l'impact comprimait violemment le côté conducteur du véhicule. Le cri terrifié de Lila perça le chaos, brusquement réduit au silence lorsque sa tête heurta l'airbag. La dernière chose qu'Ethan enregistra avant que les ténèbres ne le réclament fut le goût du sang dans sa bouche, l'odeur de caoutchouc brûlé et le hurlement lointain des sirènes. Dans ces derniers instants de conscience, une étrange clarté l'envahit, une compréhension profonde que rien dans sa vie ne serait jamais plus comme avant. Le monde soigneusement construit d'Ethan Rivers, magnate des affaires, philanthrope, mari venait d'être irrémédiablement brisé en un seul instant de compassion pour un chien errant sur une rue détrempée de Manhattan. Chapitre 2, Rêve brisé. Le diagnostic fut dévastateur, paralysie complète sous la taille. Alors qu'Ethan gisait dans son lit d'hôpital, les mots de la neurologue résonnaient dans son esprit comme une condamnation à mort. Son corps, autrefois fort et capable, l'avait trahi en un instant de compassion pour un chien errant. L'impact a causé un traumatisme sévère à votre moelle épinière au niveau de la 10e vertèbre thoracique, expliqua le docteur Sharma, ses yeux sombres empreints de compassion derrière ses lunettes à monture métallique. Nous avons effectué une chirurgie d'urgence pour stabiliser la colonne et soulager la pression, mais les dommages à la moelle elle-même sont importants. Certains patients retrouvent une fonction partielle avec le temps, ajouta-t-elle, sa voix douce mais réaliste. Donner de faux espoirs n'était pas son genre. Ethan ferma les yeux, submergé par les implications. Le cadre puissant qui commandait les conseils d'administration, l'athlète qui courait des marathons, l'amant qui avait satisfait les désirs de sa femme. Ces versions de lui-même s'étaient évanouies dans l'accident. Au fil des jours, dans un flot d'examens médicaux et de gestion de la douleur, Ethan remarqua l'absence croissante de Lila. Ses visites devenaient plus courtes et plus froides. Elle restait près de la porte plutôt que d'approcher de son lit, ses traits parfaits arrangés en un masque de sollicitude polie qui n'atteignait jamais ses yeux émeraudes. « J'ai parlé avec l'architecte d'intérieur pour modifier le Penthouse, dit-elle lors d'une brève visite, son regard fixé sur la fenêtre plutôt que de croiser les yeux désespérés de son mari. L'accès par ascenseur le rend relativement adaptable. Son ton clinique lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle se détachait déjà, voyant leur foyer comme un espace à réaménager pour un invalide plutôt que le havre qu'ils avaient partagé en tant qu'amants. Lorsqu'Ethan fut transféré en rééducation, les excuses de Lila se multiplièrent, réunions d'affaires, événements caritatifs, séances photos, autant d'obligations soudainement immuables qui l'empêchaient de rendre visite à son mari paralysé. Après 2 semaines de cet évitement transparent, Ethan exigea qu'elle vienne. Ils se rencontrèrent dans le jardin du centre de rééducation. Les feuilles d'automne créaient une toile de fond colorée pour la mort de leur mariage.
Que se passe-t-il entre nous demanda directement Ethan, observant les mains parfaitement manucurées de Lila se tordre nerveusement sur ses genoux. Tout a changé, répondit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'essaie de m'adapter, de comprendre à quoi ressemblera notre vie maintenant. Pour le meilleur et pour le pire, lui rappela-t-il. Dans la maladie et dans la santé. Ce sont les vœux que tu as prononcés. Un éclair de colère brisa sa façade. Ne fais pas de moi la méchante ici. Ce n'est pas ce que nous avions prévu. Penses-tu que j'avais prévu d'être paralysé? Contra Ethan, ses jointures blanchissant alors qu'il agrippait son fauteuil roulant. Lila se leva, faisant quelques pas avant de se tourner pour lui faire face. Je ne suis pas équipée pour ça, Ethan. Je ne suis pas infirmière. Je ne suis pas aide-soignante. Je n'ai jamais voulu ce rôle. Je ne te demande pas d'être mon infirmière, répondit-il. Je te demande d'être ma femme. Elle secoua la tête, les larmes montant enfin aux yeux. Je ne peux pas faire ça, dit-elle en retirant son alliance avec des doigts tremblants. Je suis jeune. Je veux vivre, danser, voyager. Je ne serai pas une garde-malade. L'anneau de platine avec son diamant de 3 carats capta la lumière du soleil alors qu'elle le lui tendait. 7 ans de mariage réduit à un bijou qu'elle ne voulait plus porter. Y a-t-il quelqu'un d'autre demanda Ethan, exprimant le soupçon qui grandissait depuis avant l'accident. Son hésitation fut une réponse suffisante. Lucas Bennett, admit-elle finalement, nommant le directeur marketing de son entreprise. Ça a commencé il y a 6 mois. La trahison était stupéfiante, non seulement personnelle mais professionnelle. Bennett faisait partie de son cercle intime, on lui confiait les secrets de l'entreprise et il était au courant des confidences personnelles d'Ethan. Je veux divorcer, poursuivit Lila, la voix plus assurée maintenant que la vérité était sortie. J'ai déjà parlé avec mon avocat. Bien sûr que tu l'as fait, dit froidement Ethan. Pourquoi perdre du temps en réconciliation quand il y a une fortune à diviser? Je veux ce à quoi j'ai droit, corrigea-t-elle. La moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. Sors, dit-il calmement. Dis à ton avocat de contacter Simon. Elle s'éloigna sans se retourner, ses talons de créateur claquant sur le chemin de pierre. Ethan resta immobile, regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Ce n'est qu'alors qu'il s'autorisa à ressentir tout le poids de cette seconde perte dévastatrice. Les papiers du divorce arrivèrent une semaine plus tard, livrés par coursier au centre de rééducation. Les demandes étaient audacieuses, le Penthouse, la propriété des Hantons, la moitié de ses parts dans l'entreprise, et une pension alimentaire mensuelle qui soutiendrait une petite nation. Le cirque médiatique qui suivit fut impitoyable. Les tabloïds s'emparèrent de l'histoire du milliardaire paralysé abandonné par sa femme mannequin pour son propre cadre exécutif. Les paparazzi photographiaient Lila et Bennett dans des restaurants exclusifs et des vernissages, affichant leur relation tandis qu'Ethan luttait à travers les humiliations de la rééducation de base. Au fil des semaines, les vieux amis et associés disparurent aussi progressivement, ne laissant que le silence dans leur sillage. Les membres du conseil d'administration qui avaient initialement fait des apparitions régulières envoyaient désormais de brefs emails. Les invitations sociales cessèrent complètement. Seul Simon Caldwell, son avocat et plus vieil ami, resta constant, visitant fidèlement et gérant la bataille juridique à venir. Dans la solitude de sa chambre d'hôpital, Ethan confronta la dure réalité de sa nouvelle vie. Il avait perdu non seulement l'usage de ses jambes mais aussi la femme qu'il avait aimée, le statut social dont il avait joui, et la confiance inébranlable qu'il avait définie. Ses rêves, comme sa colonne vertébrale, avaient été brisés au-delà de toute réparation. Chapitre 3, une lumière inattendue. Nora Brox n'était pas comme le reste du personnel médical. Dès l'instant où elle entra dans la chambre d'Ethan par un matin vif de novembre, quelque chose dans sa présence commanda son attention. Elle se déplaçait avec une efficacité tranquille, vérifiant ses signes vitaux et ajustant ses médicaments sans la pitié maladroite qu'il avait fini par mépriser chez les autres soignants. « Bonjour, monsieur Rivers. Je suis le docteur Nora Brox, votre nouvelle médecin résidente », se présenta-t-elle, sa voix portant une subtile chaleur sudiste. « Quel est votre niveau de douleur aujourd'hui ? » Sur une échelle de 1 à 10. 8, répondit Ethan honnêtement, puis ajouta avec un humour amer, mais seulement dans les parties que je peux sentir. Au lieu du sourire inconfortable que ses blagues noires suscitaient habituellement, Nora croisa son regard directement. L'humour comme mécanisme de défense est parfaitement sain, monsieur Rivers,
mais un rapport précis de la douleur m'aide à mieux faire mon travail. Sa franchise était rafraîchissante. Ethan l'étudia alors qu'elle documentait ses signes vitaux. Elle était plus jeune que la plupart de ses médecins, probablement au début de la trentaine, avec une peau d'un brun éclatant et des cheveux naturels tirés en un chignon soigné. Elle ne portait ni maquillage ni bijoux, à l'exception de petites boucles d'oreilles en perles, et possédait pourtant une beauté frappante qui n'avait besoin d'aucun artifice. Votre dossier indique une inflammation accrue autour du site de la blessure, nota Nora en examinant ses documents. J'aimerais ajuster vos anti-inflammatoires et mettre en place un nouveau protocole de positionnement pour réduire la pression sur ces zones. Tout ce que vous jugerez bon, docteur, répondit Ethan avec désinvolture. Bien que cela importe peu dans le grand ordre des choses. Nora s'arrêta, posant sa tablette. Votre condition physique importe grandement, monsieur Rivers. L'inflammation impacte les niveaux de douleur, ce qui affecte la qualité du sommeil, la régulation de l'humeur et la fonction cognitive. Tout cela influence vos progrès en rééducation. Rééducation vers quelle fin? La défiait-il. Rouler dans mon bureau en fauteuil roulant pendant que mon ex-femme dépense ma fortune avec mon ancien directeur marketing. L'expression de Nora resta professionnelle, mais s'adoucit d'une compassion sincère. Vers l'indépendance. Vers une vie qui sera peut-être différente de ce que vous aviez prévu, mais qui peut encore avoir du sens et un but. Ces mots le frappèrent de manière inattendue, non pas parce qu'ils étaient particulièrement profonds, mais parce qu'elle les délivrait avec une telle conviction, comme si elle y croyait vraiment, plutôt que de réciter un manuel de médecine sur le confort du patient. « Appelez-moi Ethan », se surprit-il à dire. « Si vous devez faire partie de ce chapitre tragique, autant que nous nous appelions par nos prénoms. » L'esquisse d'un sourire toucha ses lèvres. « Seulement si vous m'appelez Nora. » Au cours des jours suivants, Ethan se surprit à attendre les visites de Nora avec impatience. Contrairement aux autres médecins qui expédiaient les examens, elle prenait le temps d'expliquer les décisions de traitement et d'écouter ses inquiétudes. Elle le traitait non avec pitié mais avec respect, voyant au-delà de son fauteuil roulant l'homme qui s'y trouvait. Lors d'un contrôle en soirée, Nora arriva alors qu'il luttait avec un exercice de physiothérapie particulièrement frustrant, tentant de se transférer du fauteuil au lit sans assistance. « Puis-je, demanda-t-elle, ne bougeant pas pour aider mais attendant sa permission. Ethan hocha la tête, la sueur perlant sur son front sous l'effet de l'effort et de la douleur. Le positionnement de votre bras gauche crée une instabilité, observa-t-elle, démontrant la technique correcte sans le toucher. Réessayez, mais verrouillez votre coude comme ceci. Suivant ses conseils, Ethan réussit le transfert. La petite victoire sembla disproportionnellement significative après des semaines d'échecs. Merci, dit-il, sincèrement reconnaissant. Bien que je sois sûr que vous ayez des patients plus importants à voir que de me coacher sur des mouvements basiques. Chaque patient mérite dignité et indépendance, monsieur Rive Ethan, se corrigea Nora. D'ailleurs, je ne suis pas en service. Mon quart s'est terminé il y a 20 minutes. La révélation le surprit. Pourquoi êtes-vous encore ici? Nora haussa les épaules. Je vous ai vu travailler avec le kinésithérapeute plus tôt. Votre détermination était impressionnante, mais votre technique avait besoin d'ajustement. J'ai pensé que je pourrais aider. Aux dépens de votre temps personnel? Je suis dévoué au rétablissement de mes patients, répondit-elle simplement. Et je crois que vous avez un potentiel exceptionnel de progrès en rééducation. Sa foi en son rétablissement, alors que lui-même avait presque abandonné tout espoir, remua quelque chose en lui. Il repensa à l'homme qu'il était autrefois, celui qui avait transformé la modeste entreprise familiale en une corporation d'1 milliard de dollars. Parlez-moi de vous, Nora, dit-il soudainement. Au-delà de la blouse blanche et de l'expertise médicale. Elle hésita momentanément, puis s'assit sur la chaise visiteur. Que voulez-vous savoir? D'où venez-vous? Votre accent suggère le sud. Bonne oreille. J'ai grandi à Savannah, en Géorgie. Petite maison, grande famille, 4 frères et sœurs, plus des cousins qui vivaient tout près. Comment avez-vous atterri en neurologie à Mount Sinai? Un sourire sincère illumina son visage. Bourse complète à Emory pour le premier cycle, puis école de médecine à Johns Hopkins. Je me suis spécialisé dans les lésions de la moelle épinière parce que mon frère aîné en a subi une lors d'un accident de construction. Son parcours de rétablissement m'a montré à la fois les défis médicaux et l'incroyable résilience des patients. Alors qu'elle parlait de sa famille et de son éducation,
Ethan entrevit une vie si différente de son éducation privilégiée, une vie bâtie sur le travail acharné, le soutien communautaire et une détermination inébranlable. Nora avait gagné tout ce qu'elle avait accompli sans raccourci ni piston. Leur conversation coula naturellement jusqu'à ce qu'une infirmière apparaisse pour rappeler à Nora qu'un autre patient nécessitait une consultation. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte. « Demain matin, je vous apporterai des articles de recherche sur des traitements expérimentaux pour les lésions de la moelle épinière, dit-elle. Pas pour créer de faux espoirs, mais parce que le savoir est un pouvoir. Comprendre pleinement votre état pourrait vous aider à vous engager plus significativement dans votre rétablissement. » Après son départ, Ethan réalisa qu'il avait passé une heure sans penser à Lila, au divorce ou à son entreprise. La colère constante qui l'accompagnait depuis l'accident avait temporairement reculé, remplacée par une véritable curiosité pour cette jeune médecin remarquable. Leurs interactions devinrent le point culminant des journées d'Ethan. Nora partageait des histoires de son enfance en Géorgie, de sa bourse, de ses rêves d'ouvrir un jour un centre de rééducation axé sur le rétablissement holistique des patients médulaires. Sa voix, avec sa douce cadence sudiste, semblait lisser les bords déchiquetés de son amertume. Ce qui l'impressionnait le plus était sa perspective équilibrée sur sa blessure, ni faussement optimiste, ni sombrement pessimiste. Elle reconnaissait ses limites sans le définir par elle, le défiant physiquement et intellectuellement tout en respectant son autonomie. Lors d'une séance de kinésithérapie, la frustration d'Ethan atteignit son paroxysme lorsqu'il ne put compléter un exercice de renforcement du haut du corps. « C'est inutile !» claqua-t-il en repoussant les bandes de résistance. « Aucune force dans les bras ne fera refonctionner mes jambes. » Nora, qui observait depuis l'encadrement de la porte, entra dans la salle. « Puis-je avoir un moment avec Monsieur Rivers ?» demanda-t-elle au thérapeute, qui hocha la tête et s'éloigna. « Vous avez raison, » dit-elle en s'asseyant face à Ethan. « Ces exercices ne restaureront pas la fonction sous le niveau de votre blessure. » Son accord le surprit. « Alors pourquoi perdre mon temps ? Parce que la force du haut du corps déterminera si vous pourrez vivre de manière indépendante ou si vous aurez besoin d'une assistance constante. Si vous pourrez vous transférer dans une voiture et conduire à nouveau. Si vous pourrez retourner dans votre entreprise et diriger depuis un fauteuil roulant plutôt que depuis le. Vous n'édulcorez rien, n'est-ce pas ? Est-ce que cela aiderait votre rétablissement ? Le défia-t-elle, ses yeux sombres croisant les siens directement. Malgré lui, Ethan rit, un son rouillé qu'il reconnaissait à peine. Probablement pas. Alors non, je n'édulcorerai pas la réalité. Mais je ne vous laisserai pas non plus abandonner votre potentiel parce que vous faites une fixation sur ce que vous avez perdu plutôt que sur ce que vous pouvez reconquérir. Ce soir-là, elle lui apporta un plat fait maison, des crevettes et du gris façon holo country qui faisait honte aux offres fades de l'hôpital. La recette de ma grand-mère, expliqua-t-elle en installant le repas sur sa table de lit. La nourriture est aussi un remède, surtout pour l'esprit. Alors qu'ils partageaient le repas, le rire de Nora, riche et authentique, commença à guérir quelque chose en lui qui n'avait rien à voir avec son état physique. Pour la première fois depuis l'accident, Ethan ressentit une connexion qui n'était pas basée sur la pitié, l'obligation ou le devoir professionnel. Un après-midi, alors que Nora vérifiait son incision chirurgicale, Ethan remarqua des cernes sous ses yeux. « Encore des doubles quarts ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, réprimant un bâillement. « L'hôpital manque de personnel, et j'ai besoin d'expérience. » Et de l'argent, devina-t-il, se souvenant de sa mention des prêts étudiants. « Ça aussi, » admit-elle sans gêne. « L'école de médecine ne se paie pas toute seule, et ma famille n'a pas de fonds fiduciaires. »« Que feriez-vous si l'argent n'était pas un problème ?» demanda Ethan, sincèrement curieux. « Si vous pouviez pratiquer la médecine comme vous le vouliez ?» Nora considéra la question pensivement. « Je créerai un centre de rééducation qui traite la personne entière, pas seulement la blessure. Kinésithérapie, soutien psychologique, réorientation professionnelle, compétences de vie adaptées. Tout sous un même toit, avec un suivi prolongé. » Sa vision était convaincante, pratique mais innovante. Ethan reconnut la même étincelle entrepreneuriale qui avait conduit à son propre succès commercial. « Pourquoi attendre ?» demanda-t-il. « Avec vos qualifications, vous pourriez obtenir un financement. » Un jour, convint-elle. Après ma résidence, après avoir remboursé mes prêts, après avoir établi ma réputation. Les bonnes choses prennent du temps. Sa patience et sa perspective à long terme contrastaient fortement avec la gratification instantanée à laquelle Ethan s'était habitué dans son mode de vie aisé.
C'était humble, et quelque part rafraîchissant. Au fil des semaines, Ethan se surprit à mesurer le temps non pas par les progrès de sa rééducation ou les étapes de sa procédure de divorce, mais par les visites de Nora et la connexion grandissante entre eux. Chapitre 4 – Rapprochement. Lorsque décembre arriva, apportant les premières chutes de neige sur Manhattan, Nora devint l'encre d'Ethan dans un monde qui avait changé au-delà de toute reconnaissance. Ses journées tournaient autour de ses visites, qui s'étendaient au-delà des exigences de ses fonctions médicales. Ce qui avait commencé comme une courtoisie professionnelle évolua en une amitié sincère, puis en quelque chose de plus profond qu'aucun d'eux ne reconnaissait à voix haute. « Vos progrès sont remarquables », nota Nora un après-midi en examinant ses graphiques de physiothérapie. La lumière du soleil ruisselait à travers les fenêtres, soulignant les reflets dorés de son teint. « J'ai une excellente motivation », répondit Ethan, ses yeux croisant les siens de manière significative. Nora sourit mais conserva son calme professionnel. En parlant de motivation, j'ai fait des recherches sur des programmes de voile adaptés. Avant votre blessure, votre dossier mentionnait que vous aimiez faire de la voile le week-end. La délicatesse de ce geste toucha profondément Ethan. Alors que tout le monde se concentrait sur ce qu'il avait perdu, Nora cherchait constamment des moyens pour qu'il se réapproprie ses passions. Lors des soirées où son service se terminait, Nora restait souvent, partageant dîners et conversations. Elle lui raconta son enfance en Géorgie, Benjamin de 5 enfants nés d'un professeur de lycée et d'un employé des postes. Sa bourse pour l'école de médecine avait été l'aboutissement d'années de détermination académique, travaillant à temps partiel tout en maintenant des notes parfaites. Ma maman a pleuré quand j'ai reçu la lettre d'acceptation, se souvint Nora, son accent du sud devenant plus prononcé alors qu'elle parlait de sa famille. Premier médecin dans notre famille. L'accident de mon frère a rendu évident la spécialité que je poursuivrais. Parle-moi davantage de ton frère, l'incita Ethan, réellement intéressé par les expériences qu'il avait façonnées. L'expression de Nora s'adoucit. Jasper était contremaître de chantier. Il est tombé de 3 étages quand un échafaudage s'est effondré. T8, lésion complète, similaire à la vôtre. Les médecins lui ont dit qu'il ne travaillerait plus jamais dans le bâtiment. Qu'est-il devenu? Il a monté sa propre entreprise, dit-elle fièrement. Spécialisée dans les modifications de domicile pour l'accessibilité. Il emploie d'autres personnes handicapées, les forme au métier. Il est marié maintenant, avec des jumelles. L'histoire de son frère offrait à Ethan quelque chose dont il avait désespérément besoin, la vision d'une vie épanouissante après une lésion médulaire qui n'était pas définie par des limitations. Ethan partagea des histoires lui aussi, la transformation de Reverse Fresh d'une modeste entreprise familiale en un empire, sa passion pour la voile, ses rêves d'enfant avant que la richesse et le statut ne deviennent ses principaux indicateurs de succès. Il ne mentionna pas Lila ou la procédure de divorce, bien que Nora fût sûrement au courant par les commérages de l'hôpital et la couverture médiatique. Sa discrétion était une autre qualité qu'il admirait. Un soir, alors qu'il partageait un plat à emporter du restaurant thaïlandais préféré de Nora, Ethan rassembla son courage. « Quand ta rotation se terminera la semaine prochaine, viendras-tu encore me voir ?» demanda-t-il, s'efforçant de paraître décontracté. Nora posa ses baguettes, considérant la question. « Cela dépend si nous maintenons une relation médecin-patient ou si nous reconnaissons ce qui se développe entre nous. » Sa franchise était rafraîchissante après des mois d'évasion de la part de Lila et de platitudes politiquement correctes de ses collègues. « Et qu'est-ce qui se développe entre nous ?» demanda Ethan. Nora soutint son regard fermement. « Quelque chose qui me fait attendre chaque jour avec impatience de te voir. Qui me fait penser à toi quand nous sommes séparés. Quelque chose que je ne devrais pas ressentir pour un patient, mais que je ne peux m'empêcher d'éprouver. » Le cœur d'Ethan s'emballa. « Je le ressens aussi. » « Je sais, » dit-elle avec un petit sourire. « Mais l'éthique professionnelle compte pour moi, Ethan. J'ai déjà demandé un transfert de ton dossier. Le docteur Patel prendra le relais dès lundi. À cause de tes sentiments? Parce que je veux la liberté d'explorer ses sentiments sans complications éthiques. » Son intégrité ne fit qu'approfondir son admiration et l'amour naissant qu'il lui portait. Contrairement à d'autres dans sa vie qui compromettaient leurs principes pour un avantage, la boussole morale de Nora restait inébranlable. Quand lundi arriva, Ethan ressentit un mélange d'anxiété et d'anticipation. Le docteur Patel était compétent mais manquait de la compréhension intuitive de Nora pour ses besoins. La journée s'étira interminablement sans ses visites. Le soir apporta un léger coup à sa porte. Nora entra, vêtue non pas de sa blouse médicale mais d'une simple robe bleue qui accentuait sa beauté naturelle.
tu es venu, dit Ethan, incapable de cacher son soulagement. Je ne suis plus ton médecin, répondit-elle. Juste une femme rendant visite à un homme auquel elle tient. Ils parlèrent pendant des heures, la conversation coulant sans effort entre sujets sérieux et rires partagés. Pour la première fois, Ethan parla ouvertement de son divorce, de la trahison de Lila avec son directeur marketing, des amis qui avaient disparu quand sa vie parfaite avait volé en éclats. Nora écouta sans jugement, n'offrant ni platitude ni pitié, juste de la compréhension et des questions occasionnelles qui l'aidaient à traiter ses propres sentiments. L'accident a révélé ce qu'était vraiment mon mariage, conclut Ethan. Peut-être que ce savoir vaut le prix que j'ai payé. Les moments qui changent une vie ont une façon de dissiper les faux-semblants, convainc Nora. De montrer ce qui est authentique et ce qui est simplement pratique. Alors qu'elle se préparait à partir, Ethan attrapa sa main. « Viendras-tu encore demain ? J'ai le quart de nuit, dit-elle avec regret, mais je suis libre pour le petit déjeuner. Le matin amena Nora et des bagels frais de son épicerie fine préférée. Sa prévenance à se souvenir de tels détails le toucha profondément. Leur relation se développa avec une délibération prudente. Nora était consciente des déséquilibres de pouvoir, la richesse, son rôle médical dans son rétablissement, sa vulnérabilité après la trahison. Elle insista pour prendre les choses lentement, bâtissant une fondation d'amitié et de respect mutuel. Ethan se surprit à chérir ce déploiement progressif, si différent de la cour effrénée avec Lila qui avait été alimentée par l'attraction physique et l'avantage social. Lorsqu'Ethan fut enfin autorisé à rentrer dans son Pentouse en janvier, Nora l'aida à naviguer la transition. Le foyer qu'il avait partagé avec Lila avait été modifié pour l'accessibilité, mais les souvenirs rôdaient dans chaque coin. « Nous pourrions te trouver un nouvel endroit », suggéra Nora, remarquant son inconfort. « Quelque part sans histoire. »« Ce lieu n'est pas le problème, » répondit Ethan. « C'est le vide qui l'habite. » Nora comprit ce qu'il ne parvenait pas à articuler, qu'au-delà de l'accessibilité physique, il avait besoin de reconstruire un sentiment de foyer, d'appartenance. Elle commença à apporter de petites touches qui transformèrent le Pentouse stérile, des fleurs fraîches du marché fermier, des plaids tricotés main par sa grand-mère, des livres dont ils pouvaient discuter ensemble. L'espace refléta progressivement leur relation naissante plutôt que le fantôme de son mariage. Leur premier baiser survint naturellement lors d'une soirée calme, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis la terrasse de son Pentouse. La silhouette de Manhattan brillait d'or dans la lumière déclinante, une magnifique toile de fond pour ce nouveau départ. Les lèvres de Nora étaient douces contre les siennes, le baiser tendre mais rempli de promesses. Quand ils se séparèrent, ses yeux contenaient à la fois tendresse et certitude. Aucun mot n'était nécessaire. Ils reconnurent tous deux ce moment comme un seuil franchi. À mesure que leur relation s'approfondissait, Ethan découvrit des facettes de Nora qui ne faisaient que renforcer son amour grandissant. Sa force était égalée par sa compassion, son intelligence par sa sagesse, son ambition par son intégrité. Elle le défiait intellectuellement et émotionnellement, ne lui permettant jamais de se retirer dans l'apitoiement ou le cynisme. Pour sa part, Nora voyait au-delà de son handicap l'homme qu'il devenait, plus authentique, plus résilient et plus compatissant que le PDG motivé qu'il avait été auparavant. Elle valorisait ses intuitions commerciales et son esprit stratégique, mais aimait par-dessus tout le cœur vulnérable qu'il lui permettait désormais de voir. Avec les encouragements de Nora, Ethan commença à se réengager avec Reverse Fresh Enterprises, participant à des vidéoconférences et à la planification stratégique. Sa perspective avait changé, les marges de profit semblaient moins importantes que la responsabilité d'entreprise et le bien-être des employés. Ensemble, ils commencèrent à explorer la possibilité d'établir le centre de rééducation dont Nora avait rêvé, un lieu qui combinerait des soins médicaux de pointe avec un soutien holistique pour les patients atteints de lésions de la moelle épinière. Leur relation devint un partenariat d'égaux, chacun apportant des forces différentes mais partageant des valeurs fondamentales. La présence de Nora dans sa vie était devenue le cadeau inattendu de sa tragédie. Un amour basé non sur l'apparence ou le statut, mais sur une connexion authentique et une croissance mutuelle. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés ensemble à parler de projets d'avenir, Ethan réalisa avec une clarté saisissante qu'il n'avait jamais été aussi heureux, même avant sa blessure. En perdant tout ce qu'il avait autrefois valorisé, il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Chapitre 5, choix difficile. Lorsque février arriva avec ses ciels cristallins et ses vents mordants, la rotation de résidence de Nora au centre de rééducation approchait de sa conclusion. Pour Ethan, cette transition représentait bien plus qu'un changement de personnel médical, elle menaçait la seule relation qui avait redonné un sens à sa vie.
Lors d'un rendez-vous de suivi de routine, Ethan regarda Nora examiner ses derniers résultats d'analyse. Ses mains expertes triaient les graphiques avec l'efficacité qui caractérisait tout ce qu'elle faisait. La lumière du soleil venant de la fenêtre accrochait les subtils reflets auburn de ses cheveux sombres, illuminant son expression concentrée. Vos marqueurs d'inflammation se sont considérablement améliorés, nota Nora, levant les yeux avec un sourire professionnel. Le nouveau protocole médicamenteux fonctionne bien. Ethan hocha la tête, l'esprit préoccupé par le changement imminent. Que se passe-t-il exactement la semaine prochaine quand votre affectation ici se termine? Nora posa son dossier, son expression s'adoucissant. Je commencerai ma rotation en neurochirurgie à Mount Sinai. C'est le dernier segment de mon programme de résidence. Et nous ne nous verrons plus professionnellement, déclara Ethan, s'efforçant de garder une voix stable. C'est exact. Nora soutint son regard directement. Le docteur Carter prendra en charge vos soins ambulatoires. Il est exceptionnel, l'un des meilleurs en rééducation spinale. Ethan pesa ces mots suivants avec soin, comprenant leur importance. Restez comme mon médecin privé. Fixez votre prix. 1 million de dollars, 2 millions. Les yeux de Nora s'écarquillèrent légèrement, seule indication de sa surprise. Monsieur Rivers. Ethan, corrigea Teil. Après tout ce que nous avons partagé, je pense que nous avons dépassé les formalités. Ethan, amanda T.L. C'est une offre extraordinaire. Je peux me le permettre, répondit-il simplement. Mes besoins médicaux sont complexes et continus. Avoir un médecin dédié avec votre expertise serait inestimable. Nora se leva et se dirigea vers la fenêtre près de lui, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. Le soleil de l'après-midi dessinait son profil en or, soulignant ses traits élégants. Est-ce vraiment ce que vous offrez? Un arrangement professionnel? Sa perspicacité le mit au défi d'être honnête. Non, admit-il après un moment d'hésitation. Ce n'est pas juste une question de soins médicaux. Alors de quoi s'agit-il? Ethan tourna son fauteuil roulant pour lui faire face pleinement. Vous êtes la seule personne qui me voit encore. Non pas la blessure, ni le fauteuil roulant, ni la richesse ou le scandale de mon divorce. Juste moi. Quand vous êtes ici, je me souviens de qui je suis au-delà de tout ça. L'expression de Nora s'adoucit, mais sa réponse reste à mesurer. Ethan, mes soins ne sont pas à vendre. Si je reste, ce sera parce que nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose de plus significatif qui grandit entre nous. Son intégrité le frappa profondément. Dans son monde précédent de relations transactionnelles, tout le monde avait un prix. Nora fonctionnait selon des principes différents, des principes qu'il commençait à admirer et auxquels il aspirait lui-même. Et y a-t-il, demanda-t-il doucement, quelque chose de significatif entre nous? Nora ne répondit pas immédiatement. Elle retourna à sa chaise, maintenant une distance professionnelle même si ses yeux révélaient des émotions plus profondes. Je crois qu'il pourrait y en avoir. Mais cela ne peut pas commencer avec vous comme patient et moi comme votre médecin acheté. Que suggérez-vous? Une honnêteté totale sur ce que nous voulons tous les deux, répondit-elle. Et des limites appropriées jusqu'à ce que mes obligations professionnelles envers vous soient conclues. Ethan considéra ces mots attentivement. Que voulait-il? La réponse vint avec une clarté surprenante, pas une soignante ou une employée, mais une partenaire. Quelqu'un qui le mettait au défi de devenir plus que ses circonstances. Je veux vous connaître au-delà de ces murs d'hôpital, admit-il. Je veux découvrir qui est Nora Brox quand elle n'est pas le docteur Brox. Je veux construire quelque chose de vrai, si vous le voulez bien. Le sourire de Nora fut comme un lever de soleil après la nuit la plus sombre. Je le veux bien. Mais nous faisons les choses correctement. Pas de raccourcis, pas d'achat pour contourner les considérations éthiques. D'accord, dit Ethan, sentant un poids quitter ses épaules. Bien qu'il ne sera pas facile d'attendre. Les choses qui en valent la peine le sont rarement, répondit Nora, son accent du sud plus prononcé sous l'émotion. Ce soir-là, après que Nora eut terminé sa tournée, elle retourna à l'appartement d'Ethan, vêtue en civil un simple jean et un pull bleu doux qui la transformait de médecin en femme. Ils parlèrent pendant des heures, ne se sentant plus contraints par la relation médecin-patient, partageant des rêves et des peurs qui transcendaient leurs milieux différents. Alors que Nora se préparait à partir, elle hésita à la porte. Les choix difficiles mènent souvent à des bénédictions inattendues, dit-elle doucement. Souviens-toi de cela, Ethan, quand la route semblera impossible.
Ces mots s'avérèrent prophétiques. Dans les jours qui suivirent, le conseil d'administration de Rivers Fresh Enterprises demanda une réunion urgente concernant le maintien d'Ethan à la direction. L'avocat de Lila augmenta ses exigences dans la procédure de divorce, et l'assurance médicale d'Ethan remit en question la nécessité de certains traitements spécialisés, menaçant de retirer sa couverture. À travers chaque défi, Nora resta son soutien indéfectible, ne résolvant pas ses problèmes, mais lui rappelant sa capacité à les affronter. Leur relation s'approfondit à travers ces épreuves, bâtie sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance. Lorsque le dernier jour de Nora en tant que médecin arriva, Ethan fit face au moment avec des émotions mitigées, réticence à perdre son expertise médicale, mais impatience de commencer leur voyage personnel sans contrainte professionnelle. Demain, dit-elle en complétant son dossier une dernière fois, je reviendrai en tant que Nora, pas Dr. Brox. Si c'est toujours ce que tu veux. Ethan chercha sa main, leurs doigts s'entremêlant dans un geste simple qui promettait tellement plus. C'est tout ce que je veux, répondit-il, certain que ce choix difficile marquait le début de leur chapitre le plus important. Chapitre 6, Nouveau départ. Leur premier baiser survint naturellement lors d'une soirée calme de début mars, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis la terrasse de son Penthouse. La silhouette de Manhattan, peinte en orange vibrant et en rose, offrait une toile de fond parfaite pour ce moment charnière de leur relation. Nora était arrivée avec des fleurs fraîches et du pain de maïs maison, une recette transmise par sa grand-mère. L'hospitalité du Sud, avait-elle expliqué avec un sourire qui réchauffait Ethan plus que la soirée printanière. Après le dîner, Ethan suggéra qu'il regarde le coucher de soleil depuis la terrasse. Il manœuvra son fauteuil roulant avec une aisance habituelle, ayant maîtrisé les chemins modifiés du Penthouse qui ressemblaient autrefois à des obstacles mais représentaient désormais son indépendance croissante. « C'est magnifique, dit Nora, contemplant l'horizon où le soleil fondait en lumière dorée entre les gratte-ciel. Elle se tenait à côté de son fauteuil, assez près pour qu'il pût détecter la subtile odeur de vanille de son parfum. « Oui, magnifique, convint Ethan, bien que ses yeux restassent fixés non pas sur le coucher de soleil, mais sur son profil. Nora se tourna, captant son regard. L'air sembla se figer, chargé d'une émotion inexprimée qui s'accumulait depuis des semaines. Plus de médecins ni de patients, plus de restrictions professionnelles, ils se faisaient face simplement en tant qu'hommes et femmes. Ethan tendit la main vers la sienne, et Nora entrelaça ses doigts aux siens. Sans un mot, elle se pencha, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux qui transmettait à la fois tendresse et promesse. Lorsqu'ils se séparèrent, Ethan vit dans les yeux de Nora la même certitude qu'il ressentait. C'était le début de quelque chose de profond, quelque chose de guérisseur pour eux deux. J'ai eu envie de faire ça depuis le jour où tu m'as dit que ma blessure ne me définissait pas, admit-il. Nora sourit, touchant son visage de ses doigts délicats. J'ai eu envie que tu le fasses depuis le jour où tu as commencé à le croire. Leur relation s'approfondit, marquée par de longues conversations et des rêves partagés. La force et l'indépendance de Nora s'accordaient à sa détermination, créant un partenariat d'égaux. Contrairement à Lila, qui avait vu sa blessure comme un inconvénient perturbant son train de vie, Nora voyait l'état d'Ethan simplement comme un aspect de l'homme complexe qu'elle apprenait à aimer. Ethan découvrit que l'assurance apparente de Nora masquait ses propres vulnérabilités, des doutes sur l'équilibre entre sa carrière médicale et sa vie personnelle. Les craintes que ses origines modestes ne créent un jour un fossé entre eux, tout comme l'inquiétude face au scrutiny public que leur relation allait inévitablement susciter, la hantait. Les tabloïds vont s'en donner à cœur joie, remarqua-t-elle un soir alors qu'ils discutaient de l'officialisation de leur couple. L'ancienne médecin fréquente son riche patient. Ils remettront en question mon éthique, mes motivations. Qu'ils le fassent, répliqua Ethan d'un ton résolu. Nous connaissons la vérité de ce que nous avons construit ensemble. L'honnêteté de Nora quant à ses inquiétudes ne fit que renforcer leur lien. Contrairement à son mariage avec Lila, qui avait été bâti sur des intérêts mutuels et une compatibilité superficielle, son lien avec Nora s'enracinait dans une compréhension authentique et une intimité émotionnelle. Encouragé par Nora, Ethan commença à renouer avec Rivers Fresh Enterprises, d'abord par visioconférence, puis en se rendant au siège social en fauteuil roulant. Les membres du conseil d'administration, qui avaient pris leur distance après son accident, s'empressaient désormais de lui témoigner leur soutien, bien qu'Ethan perçût l'hypocrisie derrière nombre de leurs gestes. Seule Clara Hudson, sa directrice des opérations, était restée indéfectiblement loyale, gérant l'entreprise avec compétence tout en tenant Ethan informé des décisions majeures. Lorsqu'ils se rencontrèrent en personne pour la première fois depuis l'accident, son étreinte chaleureuse et l'absence totale de pitié dans son regard confirmèrent pourquoi il l'avait promu des années auparavant.
L'entreprise a besoin de votre vision, Ethan, dit Clara franchement. Et d'après ce que je vois, vous avez besoin de l'entreprise non pas seulement en tant que PDG, mais en tant qu'innovateur que vous avez toujours été. Elle avait raison. Le retour au travail, même à temps partiel, restera une dimension cruciale de l'identité d'Ethan. Nora soutenait cette démarche de tout cœur, comprenant que son rétablissement englobait bien plus que la rééducation physique. La guérison emprunte bien des chemins, lui dit-elle. Parfois, l'esprit et l'âme ont autant besoin d'un but que le corps a besoin de thérapie. Leur relation devint publique lorsqu'ils assistèrent ensemble à un gala de charité en avril, la première apparition sociale d'Ethan depuis l'accident. Nora portait une robe émeraude simple qui complimentait sa peau foncée et irradiait une élégance sans ostentation. Ethan, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure adapté à sa position assise, ressentait une fierté à l'accompagner qui n'avait rien à voir avec les apparences, mais tout à voir avec la femme elle-même. Les flashs crépitèrent à leur entrée, et des murmures les suivirent à travers la salle de bal. Ethan nota avec une sombre satisfaction l'expression choquée sur le visage de Lila lorsqu'elle les aperçut de l'autre côté de la pièce. Elle agrippa fermement le bras de Lucas Bennett, son sourire vacillant un instant avant de recouvrer sa posture de mannequin. « Ton ex-femme nous fixe », chuchota Nora, conservant son propre sourire gracieux. « Laisse-la faire », répondit Ethan en prenant la main de Nora. Certaines pertes sont en réalité des gains déguisés. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils partageaient une danse privée, Nora assise sur les genoux d'Ethan dans son fauteuil roulant, se balançant doucement au rythme de la musique, et Ethan réalisa à quel point sa définition du bonheur s'était transformée. Les atours extérieurs du succès, qui semblaient autrefois essentiels, sonnaient désormais creux comparés à la connexion authentique qu'il avait trouvée avec Nora. Leur relation s'approfondit, marquée par un respect mutuel et un véritable partenariat. Contrairement à son union avec Lila, fondée sur l'apparence et l'avantage social, son lien avec Nora reposait sur des valeurs partagées. Qu'il fasse face aux difficultés quotidiennes de la vie avec une lésion médulaire ou à d'autres défis, ils les affrontaient ensemble, chacun apportant des forces différentes à leur duo. Un soir, alors qu'ils discutaient des plans pour le centre de rééducation que Nora rêvait de créer, Ethan réalisa avec une clarté profonde que son accident, malgré toute sa dévastation, l'avait conduit vers une vie bien plus authentique que celle qu'il menait auparavant. En perdant ce qu'il croyait autrefois essentiel, ses capacités physiques, son mariage, certaines connexions sociales, il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, une relation bâtie sur la substance plutôt que sur la surface, sur la vérité plutôt que sur la convenance. Ce nouveau départ avec Nora représentait non seulement une renaissance personnelle, mais un changement fondamental dans ses valeurs et sa définition du succès. Alors que le soleil se couchait sur ce chapitre de planification de leur avenir commun, Ethan comprit que parfois, les coups les plus dévastateurs de la vie peuvent mener à ses plus grandes bénédictions. Chapitre 7. Rétablissement et romance. Sous les soins et la motivation de Nora, Ethan commença à faire des progrès remarquables tout au long des mois de printemps. La thérapie physique se transforma d'une obligation en une mission partagée, Nora assistant aux séances dès que son emploi du temps médical le permettait. Sa présence motivait Ethan à repousser ses limites perçues, traversant la douleur et la frustration vers des victoires progressives. Encore 5 répétitions, encouragea Nora lors d'une séance particulièrement difficile de renforcement du haut du corps en mai. La sueur trempait la chemise d'Ethan alors qu'il luttait avec les bandes de résistance. « Je ne peux pas » halta-t-il, ses muscles tremblants sous l'effort. « Tu le peux » répliqua fermement Nora. « Tu es plus fort que tu ne le réalises. » Sa confiance en lui fournit l'élan nécessaire. Terminant la série, Ethan s'effondra dans son fauteuil, épuisé mais triomphant. « Tu es un tyran » se plaignit-il sans animosité. Nora sourit en lui tendant une serviette. « Le meilleur genre de tyran, celui qui croit en toi plus que tu ne crois en toi-même. » Ce schéma définissait leur relation, Nora mettant Ethan au défi d'aller au-delà de sa zone de confort tout en lui offrant un soutien inébranlable lors des inévitables revers. Contrairement au kinésithérapeute qui célébrait le moindre progrès, Nora comprenait qu'Ethan avait besoin d'être poussé vers l'excellence, et non simplement vers l'amélioration. Leur relation amoureuse se développait parallèlement à son rétablissement physique, chaque étape de la thérapie trouvant son écho dans une intimité émotionnelle grandissante. Les soirées les trouvaient en train de discuter de tout, des stratégies commerciales aux questions philosophiques sur le but et le sens de la vie après des événements bouleversants. Nora partageait ses expériences de jeunesse en Géorgie, où sa famille avait affronté à la fois les difficultés financières et les préjugés raciaux avec une détermination digne. Ces histoires donnaient à Ethan une perspective sur ses propres défis,
révélant chez Nora une résilience dans laquelle il puisait de plus en plus pour son propre rétablissement. Mon père disait toujours que le caractère ne se construit pas dans les moments faciles, lui confia Nora un soir alors qu'ils préparaient le dîner ensemble dans sa cuisine adaptée. Il est forgé dans le feu et révélé lorsque tout confort est arraché. Ethan médita cette sagesse, reconnaissant comment son accident avait effectivement arraché la façade confortable de sa vie antérieure, révélant à la fois la superficialité de son mariage et la nature conditionnelle de nombreuses amitiés. Pourtant, cela avait aussi découvert une force inattendue en lui-même et ouvert la porte à un amour authentique avec Nora. Leur relation physique progressait avec patience et créativité. La lésion vertébrale d'Ethan avait affecté ses fonctions sexuelles, une réalité qu'ils abordaient avec une honnêteté caractéristique. Les connaissances médicales de Nora et sa sensibilité émotionnelle les aidaient à naviguer ces défis intimes, découvrant de nouvelles façons d'exprimer leur affection physique qui respectaient ses capacités sans définir leur connexion par des limitations. L'intimité n'est pas une question de fonction parfaite, l'assura Nora lors d'un moment de frustration précoce. C'est une question de connexion à voir et être vu, toucher et être touché. Son acceptation libéra Ethan de la honte, permettant à leur relation physique de se développer organiquement aux côtés de leur lien émotionnel. Avec le temps et la confiance, ils bâtirent une vie intime satisfaisante qui honorait à la fois le désir et la réalité. 4 mois après le début de la rééducation intensive, les thérapeutes d'Ethan commencèrent à discuter de la possibilité d'exercice debout utilisant des barres parallèles, bien qu'ils missent en garde contre l'espoir de remarcher. Même la station debout assistée offrait des bienfaits significatifs pour la circulation, la densité osseuse et le bien-être psychologique. Nora arrangea son emploi du temps pour assister à cette séance capitale. Elle se tenait aux côtés du kinésithérapeute alors que les assistants aidaient à positionner Ethan aux barres parallèles, des attelles spéciales soutenant ses jambes. Concentrez-vous sur l'utilisation de vos bras pour supporter votre poids, instruisit le thérapeute, nous stabiliserons le bas de votre corps. Ethan agrippa les barres, le doute assombrissant son expression jusqu'à ce qu'il croise le regard de Nora. Ses yeux contenaient une foi absolue en lui et non pas un faux espoir de guérison miraculeuse, mais une confiance en sa force et sa détermination. Puisant dans cette croyance, il poussa contre les barres, se soulevant millimètre par millimètre. Le processus fut atrocement lent, des tremblements parcourant ses bras alors que ses muscles luttaient contre la gravité et l'inertie. Les secondes s'étirèrent comme des heures alors qu'il se battait pour chaque once d'élévation. Finalement, incroyablement, il parvint à un semblant de position debout, soutenu à la fois par l'équipement et par ses propres bras tendus à l'extrême. Des larmes ruisselaient sur son visage, des larmes d'effort, d'accomplissement et d'émotions complexes alors qu'il expérimentait la verticalité pour la première fois depuis l'accident. De cette position, il pouvait presque rencontrer les yeux de Nora à sa hauteur naturelle, une perspective qu'il avait oubliée durant ses mois en fauteuil roulant. « Tu le fais » chuchota Nora, ses propres yeux brillants de larmes retenues. Le moment dura à peine 30 secondes avant que ses forces ne lâchent. Lorsqu'il se tint debout pour la première fois, les larmes coulant sur son visage, Nora était là pour le rattraper quand ses genoux flanchèrent, autant de faiblesse que de joie. « Je te tiens » l'assura-t-elle, aidant les thérapeutes à le rasseoir doucement dans le fauteuil. Son toucher communiquait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer, fierté, amour et partenariat. Quels que soient les défis à venir, ce soir-là, célébrant cette étape dans l'intimité du Penthouse, Ethan proposa un toast à la capacité de se tenir debout par soi-même. Avec un peu d'aide. Nora trinqua, son verre contre le sien, la meilleure forme de force est de savoir quand accepter du soutien. Leur voyage continua avec ses triomphes et ses revers. Certains jours apportaient des progrès, temps debout accru, force centrale améliorée, meilleure mobilité en fauteuil. D'autres jours livraient frustration, poussée de douleur, dysfonctionnement d'équipement et épuisement émotionnel dû au travail constant de rééducation. À travers tout cela, leur relation s'approfondit. Les rotations médicales de Nora l'emmenaient dans différents services hospitaliers, pourtant elle restait le soutien le plus inébranlable d'Ethan. Pendant ce temps, Ethan augmenta progressivement son implication dans Reverse Fresh Enterprises, son sens des affaires nullement diminué par ses limitations physiques. Ensemble, ils commencèrent à planifier sérieusement le centre de rééducation. Nora avait longtemps imaginé un établissement qui combinerait des traitements médicaux de pointe avec un soutien holistique pour les patients atteints de lésions médulaires. L'expertise commerciale d'Ethan complétait les connaissances médicales de Nora, leurs compétences complémentaires créant un plan viable pour ce qui n'était autrefois qu'un rêve. Nous devrons sécuriser à la fois des investisseurs et des partenariats médicaux, nota Ethan alors qu'il révisait les plans préliminaires un soir. Et une couverture d'assurance pour les traitements innovants, ajouta Nora.
Son esprit pratique considérait l'accessibilité au-delà des clients fortunés qu'Ethan avait l'habitude de servir. Leur vision s'étendait au-delà de la rééducation physique pour inclure le soutien psychologique, la formation professionnelle et l'éducation des familles, s'adressant à la personne entière plutôt qu'à la simple blessure. Ce projet donna à leur relation une dimension supplémentaire, les unissant dans un but dépassant leur connexion personnelle. 6 mois après le début de la rééducation, Ethan franchit une autre étape, se tenir debout avec des béquilles d'avant-bras et des attelles de jambes pendant près de 5 minutes. Bien que loin de la marche indépendante, ce progrès élargit ses options de mobilité et ses horizons psychologiques. La couverture médiatique de cet accomplissement dépeignit Ethan comme une inspiration, soulignant sa détermination et ses ressources, tout en ignorant largement l'équipe médicale derrière ses progrès. Seul le nom de Nora fut mentionné, leur relation étant désormais de notoriété publique, ce qui ajoutait un intérêt romantique à l'histoire de son rétablissement. Lila, voyant ses gros titres durant les procédures de divorce en cours, intensifia ses exigences par des manœuvres juridiques de plus en plus agressives. Son avocat suggéra que l'amélioration de l'état d'Ethan minait les affirmations sur la gravité de son handicap, tentant ainsi de réduire son offre de règlement. Ces batailles juridiques projetaient des ombres sur le bonheur d'Ethan et Nora, mais renforçaient aussi leur lien alors qu'ils faisaient front ensemble face aux défis extérieurs. « Pourquoi a-t-elle besoin de plus ?» demanda Nora un soir après des communications juridiques particulièrement contentieuses. Elle a sa carrière de mannequin, sa relation avec Bennett, et le règlement généreux que tu as déjà offert. Ethan soupira, mettant de côté les documents juridiques. Ce n'est pas une question de besoin. C'est une question de victoire. Lila mesure le succès par ce qu'elle extrait des situations et gains financiers, avantages sociaux, attention publique. Nora considéra cette évaluation, reconnaissant à quel point ses valeurs différaient profondément de celles de Lila. Là où l'ex-femme d'Ethan cherchait une validation externe par l'acquisition, Nora trouvait son épanouissement dans la contribution et la connexion. Quelle façon vide de vivre, observa-t-elle sans malice, énonçant simplement une vérité telle qu'elle l'apercevait. Ethan prit sa main, s'émerveillant de voir à quel point ses propres valeurs s'étaient transformées. Avant l'accident, il aurait peut-être compris la perspective de Lila, ayant opéré à partir de prémices similaires d'avantages concurrentiels et de succès matériel. Maintenant, avec Nora, il reconnaissait la richesse supérieure trouvée dans une relation authentique et un but significatif. « Merci, dit-il soudainement, pressant doucement ses doigts. Pourquoi ? Pour m'avoir aidé à découvrir ce qui compte vraiment. Pour voir de la valeur en moi au-delà de ce que je peux faire ou fournir. » Le sourire de Nora illumina tout son visage. Ce n'est pas de la charité, Ethan. C'est de l'amour, voir l'essence de quelqu'un au-delà des circonstances. À cet instant, en observant sa magnifique expression d'affection sincère, Ethan comprit que son plus grand rétablissement n'avait rien à voir avec ses capacités physiques. Son cœur, brisé par la trahison et le traumatisme, avait guéri plus complètement que son corps ne le ferait jamais, transformé par un amour véritable en quelque chose de plus fort et de plus authentique qu'auparavant. Chapitre 8. Ombre du passé. Le message de menace arriva par une matinée ensoleillée de juillet. Des séquences vidéo de leurs moments intimes, accompagnées de l'ultimatum de Lila. Le paquet fut livré aux pantous d'Ethan pendant que Nora préparait le petit déjeuner dans la cuisine, fredonnant doucement en se déplaçant avec une familiarité aisée dans l'espace qui était devenu de plus en plus leur foyer commun. Ethan ouvrit l'enveloppe non marquée, s'attendant à des documents d'affaires. Au lieu de cela, il trouva une clé USB et une note manuscrite dans l'écriture élégante de Lila. « Quitte-la, ou je détruis ce qu'il reste de ta réputation. À toi de choisir, chérie. » Ses mains tremblaient lorsqu'il connecta le lecteur à son ordinateur portable. La vidéo se lança automatiquement et des images de sa chambre à coucher, capturant des moments privés entre lui et Nora au cours du mois passé. L'angle de la caméra suggérait un équipement de surveillance caché. Installé par des professionnels. Les implications étaient stupéfiantes. « Le café est prêt », appela Nora depuis la cuisine, sa voix créant un contraste discordant avec la violation dont il était témoin sur l'écran. Ethan referma brusquement l'ordinateur, l'esprit en ébullition. Comment la caméra avait-elle été installée? Qui avait accès à son domicile? L'équipe de rénovation qui avait modifié le Penthouse pour l'accessibilité avait été choisie par Lila. Travaux terminés avant que leur relation n'implose. Avait-elle planifié ce niveau de surveillance même à l'époque? Ethan? Tout va bien? Nora apparut dans l'encadrement de la porte, l'inquiétude évidente sur son visage en observant son teint cireux. Juste des complications professionnelles,
mentit-il, détestant la tromperie mais ayant besoin de temps pour assimiler la menace avant de l'impliquer. Rien qui ne puisse attendre après le petit déjeuner. Tout au long de leur repas, Ethan maintint une façade de normalité tandis que ses pensées tourbillonnaient. La motivation de Lila était claire. Les procédures de divorce touchaient à leur fin avec un règlement final bien inférieur à ses demandes initiales, grâce aux preuves de son infidélité pré-accident. C'était sa dernière tentative désespérée pour gagner un levier. La menace comportait plusieurs niveaux. L'exposition publique de vidéos intimes générait certainement une frénésie médiatique, mais le ciblage spécifique de Nora portait des implications plus sinistres. En tant que médecin ayant initialement traité Ethan, Nora pourrait faire face à des enquêtes éthiques professionnelles si leur relation était décrite comme ayant débuté durant sa supervision médicale. Bien qu'ils eussent été scrupuleux sur l'établissement des limites, le montage de Lila pouvait facilement déformer la chronologie. Après le départ de Nora pour son service à l'hôpital, Ethan contacta Simon Caldwell, son avocat et ami de confiance. Cela passe du civil au pénal, déclara Simon après avoir examiné les documents. Chantage, surveillance illégale, violation potentielle des lois sur la confidentialité médicale si elle accède aux informations de traitement. Devrions-nous impliquer les forces de l'ordre et risquer que les vidéos ne fuitent pendant l'enquête ? Questionna Ethan. La réputation de Nora serait détruite. Sa carrière médicale pourrait être irrémédiablement endommagée. Quelle est ton alternative ? Capituler devant les demandes de Lila. La question resta suspendue entre eux. Ethan avait bâti son empire commercial en refusant de céder à la pression. Pourtant, cette situation impliquait des enjeux dépassant son bien-être personnel. La carrière de Nora représentait des années de sacrifice et de dévouement, une vocation qui servait d'innombrables patients au-delà de lui-même. Nous devons trouver qui a installé les caméras et quand, décida Ethan. C'est notre levier pour prouver l'implication de Lila dans une surveillance illégale. Simon acquiesça. J'engage une firme de sécurité immédiatement. En attendant, ne confronte pas Lila directement. Nous avons besoin qu'elle croie avoir le dessus pendant que nous montons notre contre-dossier. L'enquête procéda avec une discrétion minutieuse. Des spécialistes en sécurité passèrent le pantouse au peigne fin, découvrant des caméras cachées dans les zones privées, chambres, salles de bain, et même la salle de thérapie où Ethan se changeait souvent. L'équipement sophistiqué avait été installé professionnellement, probablement durant les rénovations d'accessibilité supervisées par Lila. Pendant ce temps, Ethan maintenait une normalité apparente avec Nora, bien que la tromperie pesât lourdement sur lui. Chaque soirée passée aux pantouzes intensifiait son anxiété, sachant que leurs moments privés pouvaient encore être sous surveillance, malgré les assurances de l'équipe de sécurité qu'ils avaient retiré tous les dispositifs. 2 jours après avoir reçu la menace de Lila, Ethan examinait les registres d'installation de l'équipement de surveillance lorsque Nora appela inopinément durant sa pause déjeuner. « Quelqu'un m'a envoyé un email avec nos photos privées », dit-elle sans préambule. Sa voix était tendue, retenant son émotion. Avec une suggestion que ma licence médicale pourrait être révisée pour violations éthiques concernant notre relation. Le cœur d'Ethan sombra. Nora, je suis tellement désolé. J'essayais de gérer ça sans t'inquiéter. Tu le savais ? La blessure dans sa voix était palpable. Depuis combien de temps ? 2 jours. J'ai reçu une menace similaire de Lila. Le silence s'étira entre eux, lourd de conséquences. Nous devons parler, dit finalement Nora. Ce soir, après mon service. Les heures jusqu'au soir passèrent avec une lenteur atroce. Ethan travailla avec Simon et l'équipe de sécurité, documentant les preuves de l'opération de surveillance. Ils tracèrent l'achat de l'équipement jusqu'à une société écran liée à Lucas Bennett, l'amant de Lila et ancien directeur marketing d'Ethan. Ce lien fournissait une preuve cruciale de conspiration. Lorsque Nora arriva ce soir-là, son expression était composée mais grave. Elle écouta sans interruption Ethan expliquer toute la situation, la menace de Lila, l'enquête, les preuves qu'ils avaient accumulées. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit immédiatement » demanda-t-elle quand il eut fini. « Je voulais te protéger » admit Ethan. « Résoudre le problème avant qu'il n'affecte ta carrière. » Les yeux de Nora reflétèrent de la déception. « Ce n'était pas à toi de prendre cette décision seule. Nous sommes partenaires, Ethan. Cela signifie affronter les défis ensemble, pas me protéger comme si j'étais une chose fragile. » Ces mots firent mouche, révélant comment son instinct protecteur avait miné le fondement d'égalité de leur relation. « Tu as raison, reconnut-il. J'ai mal géré ça. » « Oui, c'est vrai, »
convainc Nora sans rancune. Mais maintenant, nous avançons ensemble. Quelles options toi et Simon avez-vous identifiées? Ils discutèrent des approches potentielles, actions en justice, règlement privé, divulgation publique préventive et évaluant chacune en fonction de l'impact potentiel sur la carrière de Nora et le divorce en cours d'Ethan. Si nous combattons cela légalement, observa Nora, le processus lui-même devient public. Même gagner pourrait signifier perdre ma vie privée et ma réputation professionnelle. Et si nous capitulons devant les demandes de Lila, demanda Ethan, connaissant déjà la réponse de Nora. Son expression se durcit. Ce n'est pas une option. Je ne laisserai pas notre relation être dictée par le chantage, quelles que soient les conséquences. Son intégrité renforça la certitude d'Ethan que cette femme valait la peine de se battre, quel qu'en soit le coût. Ensemble, ils formulèrent une stratégie qui protégerait la carrière de Nora tout en exposant les actions illégales de Lila. Le lendemain matin, Nora rédigea sa lettre de démission de l'hôpital Mount Sinai. Le document brisa le cœur d'Ethan. Ton bonheur signifie tout pour moi. Je ne laisserai personne utiliser notre amour pour te nuire. Souviens-toi de moi avec bonté. La lettre ne contenait aucune mention explicite de chantage ou de surveillance, apparaissant pour tout observateur extérieur comme une décision personnelle pour prévenir des complications professionnelles. Simon livra la lettre personnellement à l'administration de l'hôpital tout en déposant simultanément des documents judiciaires sous scellés détaillant la tentative de chantage. Ce séquençage minutieux établissait le retrait volontaire de Nora de circonstances professionnelles potentiellement compromettantes avant qu'une quelconque revue éthique ne puisse être initiée. Ce soir-là, alors que Nora emballait ses affaires dans son petit appartement, se préparant à déménager temporairement dans un hôtel, Ethan reçut la réponse qu'il avait anticipée. Lila appela, la voix triomphante. « Je vois que ta petite amie médecin a retrouvé la raison, » ronronna TL. « Sage décision. Les papiers du règlement sont prêts pour ta signature dès que tu seras prêt à être raisonnable. Je les examinerai avec Simon, répondit Ethan de manière neutre, ne laissant rien paraître. Après avoir raccroché, il envoya un message à Nora, elle a mordu à l'hameçon. Elle croit que tu m'as quitté. La réponse de Nora fut immédiate, bien. Phase 1 terminée. Maintenant, nous attendons. Leur plan exigeait de la patience. Tandis que Nora maintenait une distance publique avec Ethan, l'équipe de sécurité continuait de bâtir les preuves contre Lila et Bennett. Les relevés bancaires montraient des paiements à l'entreprise d'installation de surveillance. Les archives d'emails récupérées des serveurs de Reverse Fresh révélèrent que Bennett avait accédé à des informations confidentielles sur les soins médicaux d'Ethan durant son emploi. 2 semaines après leur séparation, les preuves étaient suffisamment substantielles pour que Simon les présente au bureau du procureur. Le procureur, reconnaissant la nature très médiatique de l'affaire, accepta de procéder avec prudence, construisant un dossier en béton avant de faire le moindre mouvement public. Durant cette séparation forcée, Ethan et Nora communiquaient via des messages cryptés et des rencontres clandestines occasionnelles au bureau de Simon. La distance renforça paradoxalement leur relation. Chaque conversation se concentrait sur des émotions plus profondes plutôt que sur les aspects pratiques du quotidien. « Ça me manque de me réveiller à tes côtés », confessa Ethan lors d'une de ces réunions. Le pantoux semble vide sans ta présence. Nora pressa sa main de manière rassurante. Cette séparation est temporaire. Notre avenir ensemble ne l'est pas. Sa confiance le soutint face au mouvement de plus en plus agressif de l'équipe juridique de Lila. Ayant obtenu ce qu'ils croyaient être un levier grâce au départ de Nora, ils firent pression pour des conditions de règlement qui dépouilleraient Ethan du contrôle de Reverse Fresh Enterprises. Pendant ce temps, l'enquête du procureur avançait méthodiquement, rassemblant des preuves de conspiration, de surveillance illégale et de chantage. Lorsqu'ils furent enfin prêts à agir, les événements se déroulèrent avec une précision rapide, des mandats d'arrêt furent émis pour Lila et Bennett, avec des charges suffisamment graves pour assurer la coopération même des avocats de la défense les plus onéreux. L'ombre menaçante qui avait plané sur la relation d'Ethan et Nora était sur le point de se lever, remplacée par la lumière de la justice et de la vindicte. Alors qu'ils se préparaient à se réunir publiquement, Ethan réfléchit au fait que ce défi, tout comme sa rééducation physique, avait finalement renforcé plutôt que diminué ce qu'ils avaient construit ensemble. Chapitre 9. Sacrifice et force. La lettre de démission de Nora lui brisa le cœur. Ton bonheur signifie tout pour moi. Je ne laisserai personne utiliser notre amour pour te nuire. Souviens-toi de moi avec bonté. Bien que leur séparation fût une stratégie planifiée contre le chantage de Lila,
la réalité de l'absence de Nora laissa un vide qui résonnait dans chaque recoin du pantouse d'Ethan. Les souvenirs d'elle s'attardaient partout, son rire dans la cuisine, sa silhouette contre la ligne d'horizon de Manhattan sur la terrasse, la douce détermination dans sa voix lors de ses séances de thérapie. Chaque espace détenait des fragments de leur vie commune, désormais douloureusement vacants en son absence. Leur communication restait limitée et cryptée, facilitée par les canaux sécurisés de Simon. Ces messages brefs et soigneusement formulés devinrent des bouées de sauvetage pour Ethan, le soutenant à travers de longues journées remplies d'une concentration renouvelée sur Reverse Fresh Enterprises et la collecte méthodique de preuves contre Lila. Le procureur a besoin de preuves concrètes d'intentions malveillantes, expliqua Simon lors d'une réunion privée à son bureau début août. Enregistrements électroniques, transactions financières, témoignages. Tout ce qui établit l'implication directe de Lila dans l'installation de la surveillance. L'équipe de sécurité travailla méticuleusement, traçant l'équipement sophistiqué jusqu'à une société écran ayant des liens financiers directs avec Lucas Bennett. Les relevés bancaires révélèrent des retraits d'espèces substantielles coïncidant parfaitement avec le calendrier d'installation. Plus accablant encore fut la récupération d'emails supprimés entre Lila et Bennett discutant du plan de surveillance durant l'hospitalisation d'Ethan, une preuve irréfutable. Leur machination avait été conçue des mois avant que Nora n'entre dans sa vie. Le sacrifice de Nora pesait lourdement sur la conscience d'Ethan. Elle s'était volontairement retirée de son poste prestigieux au Mont Sinaï, acceptant à la place une bourse de recherche temporaire à Johns Hopkins. Ce détour professionnel, bien que maintenant sa trajectoire de carrière, représentait une perturbation significative de son parcours médical soigneusement planifié. Elle a trop donné, confia Ethan à Simon lors d'une séance de stratégie tardive. Sa carrière, sa réputation, sa sécurité. Tout cela pour nous protéger de la vindicte de Lila. L'expression de Simon s'adoucit avec une rare émotion. En 30 ans de pratique juridique, j'ai observé que la mesure la plus révélatrice de l'amour n'est pas ce que les gens disent, mais ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Nora a choisi cette voie parce qu'elle valorise ce que vous avez construit ensemble plus que la commodité professionnelle. 3 semaines après leur séparation, Lila demanda une réunion privée, clairement confiante dans le succès de sa stratégie de chantage. La rencontre fut fixée au bureau de son avocat. Une salle de conférence élégante et impersonnelle qui ressemblait à un champ de bataille déguisé en espace de négociation. « Tu as l'air remarquablement bien », observa Lila. Ses traits parfaits étaient arrangés en un masque de sollicitude polie alors qu'Ethan entrait dans la pièce en fauteuil roulant. « J'ai été ravi d'apprendre que ton ami médecin a reconnu l'inconvenance de sa relation. » Très professionnel de sa part de se retirer. Ethan maintint une expression soigneusement neutre, ne révélant rien de l'enquête en cours contre elle. « Tu as demandé cette réunion pour discuter des termes du règlement. » Margaret Summers, l'avocate très médiatisée de Lila, fit glisser un élégant porte-document en cuir sur la table polie. Notre proposition finale. Très généreuse, compte tenu des récents développements. Le document détaillait des exigences qui étaient tout sauf généreuses, participation majoritaire dans les opérations européennes de Reverse Fresh, pleine propriété du pantouse de Manhattan et du domaine des Hantons, et une pension alimentaire mensuelle considérablement augmentée. Ethan examina les termes sans réaction visible, bien qu'intérieurement il s'émerveilla de l'audace de Lila. « Je devrais examiner cela avec Simon », déclara-t-il, n'acceptant ni ne rejetant la proposition. « Ne prends pas trop de temps », conseilla Lila, son ton mielleux dissimulant à peine la menace sous-jacente. « Je détesterais que les manquements éthiques de ton ancienne médecin deviennent de notoriété publique. Les conseils de l'ordre des médecins prennent ces affaires très au sérieux. » Ce soir-là, lors d'un appel sécurisé facilité par le système crypté de Simon, Ethan partagea les détails de la réunion avec Nora. Elle a surestimé son jeu, observa Nora, son esprit analytique allant droit aux implications stratégiques. Plus ses demandes sont excessives et ses menaces explicites, plus notre dossier devient solide. Un moment de silence s'étira entre eux avant que Nora ne parle à nouveau, sa voix s'adoucissant. « Comment vas-tu vraiment, Ethan ? Tu me manques » admit-il simplement, laissant la vulnérabilité remplacer la stratégie. Le pantouse semble vide sans ta présence. Tu me manques aussi, répondit-elle. Mais souviens-toi pourquoi nous faisons ce sacrifice. Certaines injustices doivent être affrontées, pas accommodées. 4 semaines après leur séparation, avec des preuves s'accumulant quotidiennement, le procureur détermina qu'ils avaient des motifs suffisants pour engager des poursuites formelles. Des mandats d'arrêt furent préparés pour Lila et Bennett sur de multiples chefs d'accusation, surveillance illégale, chantage, invasion de la vie privée et conspiration criminelle. La veille des arrestations prévues, cependant,
l'absence temporaire de Nora devint soudainement et terriblement permanente. L'appel vint de son frère Jasper en Géorgie, sa voix normalement confiante tremblant d'émotion. Il y a eu un accident. Nora rentrait du laboratoire de recherche quand un camion a franchi la ligne médiane. Le monde d'Ethan se contracta en un point de terreur, chaque battement de cœur une éternité alors qu'il attendait les mots suivants. Elle est en vie, continua Jasper, mais dans un état critique. Fractures multiples, hémorragie interne. Elle est au bloc en ce moment même. Sans pensée consciente, Ethan se mobilisa, instruisant son pilote de préparer le jet privé, contactant les collègues médicaux de Nora pour des recommandations sur les spécialistes en traumatologie, organisant le transfert immédiat vers les meilleurs soins possibles une fois qu'elle serait stabilisée. « J'arrive, dit-il à Jasper. Quoi qu'il lui faille, quel qu'en soit le coût, elle aura les meilleurs soins disponibles. » L'ironie n'échappait pas à Ethan alors que son jet privé fendait le ciel nocturne vers la Géorgie. L'homme qui avait autrefois été le patient orchestrait maintenant les interventions médicales pour le médecin qui l'avait aidé à guérir. L'univers avait inversé leur rôle avec une symétrie cruelle, testant s'il possédait la même force et le même dévouement que Nora avait montré durant son rétablissement. Le centre médical régional où Nora avait été emmenée était bien loin des installations de pointe du mont Sinaï. Le fauteuil roulant d'Ethan se déplaçait avec une détermination urgente à travers des couloirs à peine accessibles, son attention entièrement focalisée sur le fait de rejoindre la femme qui était devenue le centre de son monde. Jasper le rencontra à l'extérieur de l'aile chirurgicale, la ressemblance familiale avec Nora frappante même dans ces circonstances terribles. Les deux hommes s'étreignirent sans gêne, unis par leur amour partagé pour elle. Les chirurgiens sont prudemment optimistes, rapporta Jasper. Ils ont retiré sa rate, réparé les dommages à son foie et stabilisé les fractures de son fémur et de son bassin. La préoccupation principale maintenant est une potentielle lésion vertébrale. Il y a eu compression dans la région thoracique. La possibilité que Nora puisse faire face à sa propre lésion médulaire à la condition même qu'elle avait aidé Ethan à naviguer semblait une cruauté trop profonde pour être comprise. Pourtant, même dans ce moment d'incertitude terrible, Ethan se surprit à puiser dans les leçons que Nora elle-même lui avait enseignées. Affronter la réalité honnêtement, se battre pour ce qui compte, trouver un but au-delà des circonstances. J'ai organisé un transfert à Johns Hopkins une fois qu'elle sera stabilisée, expliqua Ethan. Leur unité de traumatologie est de classe mondiale, et ils ont les meilleurs spécialistes de la colonne vertébrale du pays. Jasper hocha la tête avec gratitude. Elle parlait souvent de toi lors de nos appels. Elle disait que tu lui avais appris autant sur le courage qu'elle ne t'en avait jamais appris sur la médecine. Ces mots touchèrent profondément Ethan, affirmant que leur relation avait été celle d'une véritable réciprocité malgré ses débuts inhabituels. Les heures passèrent dans un silence intense alors qu'ils attendaient des nouvelles. Les parents de Nora arrivèrent, des gens dignes et gracieux dont l'acceptation chaleureuse d'Ethan révélait le fondement du caractère exceptionnel de Nora. Ils l'embrassèrent non pas comme un bienfaiteur riche, mais comme un membre de la famille, reconnaissant dans son dévouement la profondeur de son amour pour leur fille. Lorsque le chirurgien émergea enfin, son épuisement évident sous son calme professionnel, la famille assemblée retint son souffle collectif. Elle est stabilisée, rapporta Teil. L'hémorragie interne est contrôlée, et nous avons réparé les dommages aux organes majeurs. Les blessures orthopédiques nécessiteront des chirurgies supplémentaires, mais celles-ci peuvent attendre qu'elles soient plus fortes. Et sa colonne vertébrale, demanda Ethan. La question était lourde d'une compréhension personnelle de ses implications. Il y a eu compression mais pas de sectionnement de la moelle épinière. Nous ne connaîtrons pas l'étendue de l'impact neurologique jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. Mais l'imagerie suggère des raisons d'être prudemment optimiste. Le soulagement envahit la famille réunie. Nora avait survécu au danger immédiat, bien que la récupération s'annonçât longue et difficile. Quand pouvons-nous la transférer à Johns Hopkins, s'enquit Ethan, planifiant déjà l'ambulance aérienne spécialisée et l'équipe médicale. Au moins 48 heures pour la stabilisation, conseilla le chirurgien. Je coordonnerai avec leur unité de traumatologie pour assurer une transition des soins sans faille. Tandis que les autres se rendaient à la cafétéria pour se restaurer, Ethan resta dans la salle d'attente, passant les appels nécessaires. D'abord à Simon, lui demandant de procéder à l'arrestation de Lila comme prévu. La justice n'attendrait pas, même en cas de crise personnelle. Puis à Clara chez Rivers Fresh, déléguant les décisions opérationnelles pour un avenir prévisible. Enfin au Dr Lee, son ancien spécialiste en rééducation, demandant des recommandations pour l'équipe de rétablissement de Nora. Lorsqu'il fut enfin autorisé à voir Nora aux soins intensifs,
la vue d'elle, habituellement si vibrante et forte au milieu de l'équipement médical et des dispositifs de surveillance, le frappa profondément. Des bandages couvraient les incisions chirurgicales, des fixateurs externes stabilisaient sa jambe brisée, et le ventilateur assistait sa respiration. Prenant sa main avec précaution entre les siennes, attentif aux perfusions, Ethan fit une promesse silencieuse. Tout comme elle avait été son roc durant son rétablissement, il serait le sien à travers tous les défis à venir. « Je suis là », chuchota Teil, bien qu'elle ne pût pas encore l'entendre. « Et je ne vais nulle part. » L'inversion des rôles était complète. Le guérisseur avait maintenant besoin de guérison, le soignant de soins. En ce moment de crise, Ethan découvrit que son propre rétablissement l'avait parfaitement préparé pour ce défi inattendu. La patience, la persévérance et la perspective que Nora l'avait aidé à développer les serviraient désormais tous les deux à travers son voyage de guérison. Chapitre 10. Vérité et justice. Nora avait sous-estimé la détermination d'Ethan. Tandis qu'elle se concentrait sur son rétablissement au centre médical John Hopkins après son transfert de Géorgie, Ethan travaillait inlassablement avec Simon et l'équipe juridique, mettant en lumière des preuves irréfutables contre Lila. L'équipement de surveillance a été acheté via une société écran créée spécifiquement à cet effet, expliqua Simon lors d'un briefing dans la chambre d'hôpital de Nora à la mi-septembre. Les registres financiers montrent des transferts directs depuis un compte offshore contrôlé par Bennett, avec les fonds personnels de Lila comme source originale. Ethan hocha la tête, examinant les preuves méticuleusement documentées. Et le timing de l'installation ? C'est peut-être l'élément le plus accablant, répondit Simon, son expression révélant une satisfaction professionnelle. Les bons de travail et les journaux d'accès de sécurité confirment que l'installation a eu lieu durant votre rééducation initiale des mois avant même que vous ne rencontriez Nora. Cela n'a jamais été une question d'éthique professionnelle. C'était une surveillance préméditée pour faire pression dans le divorce. Avec l'état médical de Nora désormais stabilisé, sa chirurgie réussie et la thérapie physique initiale en cours, Ethan partageait son temps entre le soutien à son rétablissement et le travail avec le procureur pour bâtir un dossier juridique en béton contre Lila et Bennett. Ils ont offert un accord de plaidoyer, informa Simon à Ethan lors d'une consultation privée à l'hôpital. Des charges réduites en échange d'une divulgation complète de toutes les activités de surveillance et de la remise immédiate de tous les enregistrements restants. Et s'ils refusent, demanda Ethan. Ils font face à de multiples chefs d'accusation de crime, répondit Simon avec l'assurance d'un plaideur chevronné. Les preuves sont suffisamment substantielles pour qu'une condamnation semble virtuellement certaine, pouvant résulter en une incarcération significative. Le dossier contre Lila se renforça encore lorsque l'entrepreneur en rénovation, faisant face lui-même à des charges de complicité, accepta de témoigner sur le traitement explicite de Lila. Sa déclaration sous serment révéla son ciblage calculé de la chambre d'Ethan et des espaces de thérapie là où toute nouvelle relation serait inévitablement documentée dans des moments vulnérables. Lorsque Nora fut suffisamment rétablie pour comprendre les questions juridiques, elle examina les preuves avec la précision analytique qui caractérisait sa pratique médicale. « Elle ne m'a jamais vu comme une personne », observa-t-elle pensivement. « Juste comme un obstacle à ses exigences financières. C'est pourquoi elle nous a sous-estimés tous les deux. Elle ne pouvait pas concevoir une relation basée sur autre chose qu'une transaction. » Les procédures judiciaires avancèrent avec une rapidité inhabituelle pour une affaire très médiatisée, facilitée par les preuves accablantes et le désir du procureur de faire un exemple de telle violation flagrante de la vie privée. L'équipe juridique coûteuse de Lila explora chaque défi procédural potentiel et défense technique, ne trouvant aucune voie viable vers un non-lieu ou un retard significatif. Face à une condamnation certaine et à l'humiliation publique d'un procès qui exposerait sa manipulation dans les moindres détails, Lila accepta finalement l'accord de plaidoyer, admettant officiellement la surveillance criminelle et la tentative de chantage. Bennett suivit le mouvement quelques heures plus tard, sa position juridique étant encore plus intenable étant donné son implication directe dans les aspects techniques de l'opération de surveillance. Le divorce fut finalisé simultanément, Lila recevant bien moins que l'offre de règlement initiale d'Ethan. Sa réputation dans la haute société new-yorkaise, autrefois intouchable, s'effondra sous le poids de son comportement criminel. Bennett perdit non seulement sa liberté mais aussi sa crédibilité professionnelle, sa carrière dans le marketing étant effectivement terminée par sa condamnation pour espionnage industriel et violation de la vie privée. Alors que les médias réclamaient des interviews exclusives et des reportages sur l'affaire sensationnelle, Ethan et Nora déclinèrent toute publicité. Ils avaient poursuivi la justice, pas la vindicte publique ou la vengeance. La vérité avait émergé par les voies légales appropriées, et cette victoire tranquille était suffisante.
Certaines réussites se célèbrent mieux en privé, remarqua Nora alors qu'il partageait un dîner calme dans sa chambre d'hôpital, désormais décorée de fleurs et d'objets personnels qui rendaient l'espace clinique plus humain. Ce qui compte n'est pas la reconnaissance publique, mais de savoir que nous avons affronté l'injustice plutôt que de nous y soumettre. À la vérité, proposa Ethan en levant son verre pour porter un toast. Et à la justice, ajouta Nora, ses yeux reflétant à la fois la sagesse durement acquise de leur épreuve et la paix qui accompagnait sa résolution. Les ombres qui avaient menacé leur relation s'étaient dissipées, non par la retraite ou le compromis, mais par une poursuite déterminée de la vérité. En affrontant ce défi ensemble, ils avaient forgé un lien que ni les limitations physiques ni les menaces extérieures ne pouvaient affaiblir. Chapitre 11, le piège. Suivant le plan minutieux d'Ethan, Nora accepta de le rencontrer une dernière fois pour résoudre toute question publique persistante concernant le statut de leur relation. Le lieu avait été délibérément choisi, le jardin de la cour du centre de rééducation, là où leur lien avait commencé à fleurir. Bien que tous deux aient avancé dans leur vie, cet endroit revêtait une importance qui en faisait le cadre idéal pour ce qui semblerait être une conversation d'adieu. L'après-midi d'automne projetait une lueur dorée sur le jardin, les érables arborant des feuilles d'un cramoisi et d'un ambre éclatant. Nora arriva la première, marchant lentement avec une canne, une nécessité temporaire alors qu'elle continuait de se remettre de son accident. Elle portait une élégante robe bleu marine ornée d'un simple collier de perles, son apparence professionnelle masquant le but profond de cette rencontre. Elle choisit un banc près de la fontaine centrale, se positionnant comme prévu, visible sous plusieurs angles. Son visage était clairement illuminé par le soleil de l'après-midi. Des microphones cachés avaient été soigneusement placés ce matin-là, discrètement positionnés parmi les fleurs de saison et les herbes ornementales. Des véhicules banalisés contenant des officiers de police étaient garés à des endroits stratégiques autour du périmètre, attendant le signal. Ethan arriva précisément à l'heure, naviguant dans son fauteuil roulant le long des sentiers de pierre familiers avec une aisance exercée. Leurs expressions étaient teintées de regret. Pour tout observateur, ils semblaient être deux personnes partageant une histoire commune, se rencontrant pour tourner la page. Et quelqu'un observait bel et bien. Derrière un arrangement sculptural d'herbes ornementales, à une trentaine de mètres, Lila regardait intensément. Malgré son accord de plaidoyer et l'achèvement imminent de ses travaux d'intérêt général, elle était restée obsédée par la relation entre Ethan et Nora. Le tuyau anonyme concernant cette rencontre, stratégiquement divulgué par le bureau de Simon, s'était révélé irrésistible pour son besoin de confirmation finale de sa victoire. « Tu as bonne mine », remarqua Ethan, projetant sa voix juste assez pour être capté par les micros cachés. « Le poste à John Hopkins te va bien. » La recherche a été gratifiante, répondit Nora, suivant leur scénario répété tout en conservant un langage corporel naturel. Ils ont proposé de rendre mon poste permanent au sein de leur équipe de neuroréhabilitation. Tu vas accepter, bien sûr, déclara Ethan plutôt qu'il ne demanda, son expression affichant une résignation appropriée. C'est une opportunité exceptionnelle, opina Nora, son visage exprimant un regret de circonstance, une opportunité qui ne devrait pas être compromise par des complications. Ma carrière doit passer avant tout. Ce qui s'est passé entre nous était significatif, mais finalement intenable étant donné les circonstances. L'avis du comité d'éthique était clair, ajouta Ethan, faisant référence à un examen fictif destiné à convaincre davantage Lila que leur relation prenait fin pour des raisons professionnelles. Certaines limites ne devraient pas être franchies, quelles que soient les intentions, convint Nora, ses doigts jouant nerveusement avec son collier, un geste naturel d'inconfort qui ajoutait de l'authenticité à leur performance. J'apprécierai toujours ce que tu m'as appris sur la guérison, dit Ethan, assez fort pour être entendu clairement. Et ta résilience m'a également inspiré, répondit Nora en se levant du banc comme si elle s'apprêtait à partir. Peut-être que dans une autre vie, les choses auraient été différentes. Elle offrit à Ethan une poignée de main formelle qui traduisait une distance appropriée. De son point d'observation, le sourire triomphant de Lila était indubitable. Elle sortit de sa cachette, incapable de résister à l'occasion d'assister en personne à son succès apparent. Comme c'est touchant, remarqua-t-elle en s'approchant avec une désinvolture calculée, ses talons de créateur claquant contre le chemin de pierre. Sa voix dégoulinait d'une fausse sympathie. Le médecin dévoué reconnaissant enfin l'inconvenance de sa relation avec un ancien patient. Nora se raidit, se tournant vers Lila avec une surprise parfaitement feinte. « Madame Rivers, je n'avais pas conscience que vous fréquentiez le centre de rééducation. » « J'apprécie simplement le jardin, » répondit Lila avec douceur, bien que ses yeux brillassent d'une satisfaction malveillante.
Et il semble que je sois arrivé à un moment tout à fait fortuit, témoin de la raison l'emportant sur. Comment appellerons-nous cela? Une compassion mal avisée. L'expression d'Ethan se durcit. Lila, ta présence ici n'est pas appropriée. Compte tenu des procédures judiciaires en cours? Des procédures basées sur des accusations sans fondement, rétorqua-t-elle avec dédain. Bien qu'il semble que le docteur Brox ait sagement reconsidéré sa position malgré tout. Protéger sa licence médicale est certainement le choix prudent. Comme sur un signal, des officiers de police émergèrent de leur position cachée autour du jardin. Le détective Sullivan, l'enquêteur principal de leur affaire, s'approcha directement, son insigne clairement visible. Lila Rivers, déclara-t-il formellement, vous êtes en état d'arrestation pour violation des conditions de votre accord de plaidoyer et harcèlement de témoins. Deux officiers s'avancèrent pour la sécuriser, lui récitant ses droits tout en plaçant doucement mais fermement les menottes à ses poignets. La couleur se draina du visage parfaitement maquillé de Lila alors que la compréhension se faisait jour. C'est absurde, protesta-t-elle, son calme se fissurant. Je n'ai rien fait de mal. Je visitais simplement le jardin. Après avoir reçu un tuyau anonyme concernant cette rencontre, termina le détective Sullivan pour elle, d'un ton factuel. Une rencontre qui violait l'ordonnance explicite de non-contact avec M. Rivers et le Dr Brox. Vos relevés téléphoniques confirment que vous avez reçu cette information d'un numéro bloqué à 9h17 ce matin. Les yeux de Lila s'écarquillèrent alors que la réalisation la frappait. Elle avait marché droit dans un piège élaboré. Tu as planifié ça, siffla-t-elle en direction d'Ethan, ses beaux traits déformés par la rage. Tu m'as piégé. Tu t'es piégé toi-même, Lila, répondit Ethan calmement. Ta détermination à contrôler et manipuler les autres t'a finalement mené là où tu ne peux pas acheter ta sortie. Alors que les officiers l'escortaient hors du jardin, la façade soigneusement construite de Lila s'effrita entièrement. Ce n'est pas fini, Ethan, cria-t-elle, la voix tremblante de fureur et d'humiliation. Tu penses avoir gagné, mais... Madame Rivers, l'interrompit fermement le détective Sullivan. Je vous conseille vivement de garder le silence jusqu'à ce que vous ayez consulté votre avocat. Ils regardèrent Lila être guidée vers un véhicule de police en attente, ses protestations s'estompant alors que les conséquences juridiques de ses actions devenaient indéniables. Le procureur, anticipant sa violation potentielle des conditions, avait pris des dispositions pour que les officiers soient présents, n'ayant besoin que de la confirmation de son apparition pour justifier l'arrestation. Lorsque le jardin fut vidé des forces de l'ordre, les dépositions prises et les preuves sécurisées, Ethan et Nora se retrouvèrent seuls parmi les fleurs d'automne. Leurs expressions de formalité exercées fondirent, remplacées par des sourires sincères empreints de soulagement, de vindicte et d'une profonde affection. Tu as été brillante, dit Ethan en cherchant sa main. Pendant un instant, même moi j'ai cru que nous nous disions adieu, rit doucement Nora, revenant s'asseoir sur le banc à côté de son fauteuil. La comédie n'était pas mon premier choix de carrière, mais le désespoir engendre le talent. Apparemment, son expression devint plus sérieuse. Penses-tu qu'elle comprendra un jour ce qu'elle a fait? Pas seulement les violations légales, mais la cruauté d'essayer de détruire le bonheur de quelqu'un d'autre par méchanceté? Cela nécessiterait une introspection, répondit Ethan en secouant légèrement la tête. Lila s'est toujours crue victime des circonstances plutôt que l'architecte de sa propre chute. Même maintenant, elle voit cela comme quelque chose que nous lui avons fait, et non comme une conséquence de ses propres actions. Avec l'arrestation de Lila, le chapitre juridique de leur épreuve se refermait définitivement. Sa volonté démontrée de continuer à harceler Ethan et Nora malgré les ordonnances du tribunal révélait un schéma de comportement qui prolongerait ses conséquences légales et renforcerait les ordonnances de protection la gardant définitivement hors de leur vie. Alors que le soir approchait, projetant de longues ombres sur le jardin, Ethan et Nora restaient réticents à quitter ce cadre paisible qui avait été témoin de cette résolution finale. Le clapotis doux de la fontaine offrait un fond apaisant à leur conversation tranquille sur l'avenir. Un avenir qui n'était plus assombri par les menaces ou la manipulation. Nous devrions célébrer, suggéra Nora, ses doigts toujours entrelacés aux siens. Ce chapitre est enfin clos. Pas seulement clos, corrigea Ethan, ses yeux reflétant la chaleur du soleil couchant. Transformé. Ce que Lila avait l'intention d'utiliser comme une arme contre nous nous a finalement rapprochés. Nora acquiesça, comprenant la vérité profonde de ces mots. Leur stratégie pour contrer l'ingérence de Lila avait nécessité une confiance absolue, une coordination parfaite et un engagement inébranlable l'un envers l'autre, des éléments qui avaient renforcé leur lien d'une manière qui aurait autrement pu prendre des années.
Alors qu'ils quittaient le jardin ensemble, la brise d'automne éparpillait des feuilles cramoisies sur leur chemin. Nora marchait à côté du fauteuil roulant d'Ethan, ne le devançant ni ne le suivant, mais avançant en parfaite synchronisation. Le piège avait été tendu et refermé, mettant la vérité en lumière et assurant que justice serait faite. C'est enfin fini, dit doucement Nora alors qu'ils atteignaient l'entrée du jardin, le soleil couchant projetant leurs ombres jointes loin devant sur le sentier. Deux silhouettes distinctes se fondant en une seule. Pas fini, répondit Ethan, sa voix douce mais certaine. Juste le commencement. Sans les ombres du passé. Chapitre 12, l'amour triomphant. Ethan fit sa demande par un matin de printemps, s'agenouillant sur des jambes qui devenaient chaque jour plus fortes. Des fleurs de cerisier flottaient sur la douce brise d'avril à l'extérieur de la terrasse du Penthouse, une délicate chute de neige rose contre la ligne d'horizon de Manhattan. À l'intérieur, Nora resta figée de surprise, tandis qu'Ethan s'abaissait prudemment de son fauteuil roulant, un mouvement qu'ils avaient pratiqué pendant des semaines lors de séances privées de physiothérapie, utilisant des attelles spécialisées et une force considérable du haut du corps. Il se tint en équilibre sur un genou. Une position que les médecins avaient autrefois déclarée impossible pour lui. Cet accomplissement représentait non seulement un progrès physique, mais sa détermination à honorer la tradition en ce moment si important. Nora, commença-t-il, la voix stable malgré l'effort physique. Tu m'as trouvé à mon point le plus bas et tu as vu au-delà de mes brisures l'homme que je pouvais devenir. Les yeux de Nora s'écarquillèrent, sa main couvrant sa bouche alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Elle était revenue d'une garde de nuit à l'hôpital pour trouver le Penthouse transformé, rempli de gardénias, sa fleur préférée, leur doux parfum embaumant l'air. Tu ne m'as jamais pris en pitié, poursuivit Ethan, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Tu m'as mis au défi, tu as cru en moi, et tu m'as aimé non pas malgré mes limites, mais comme une personne complète. Ses mains étaient parfaitement stables lorsqu'il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague émeraude, non pas un diamant, ce qui aurait été attendu, mais une pierre dont la riche couleur verte correspondait à la robe qu'elle avait portée lors de leur premier vrai rendez-vous. Les 2 dernières années m'ont appris que la vie peut changer en un instant, parfois tragiquement, parfois miraculeusement. Je ne veux pas passer un jour de plus sans savoir que tu seras à mes côtés pour tout ce qui viendra ensuite. Ses yeux, si souvent confiants dans les négociations d'affaires, révélaient maintenant un espoir vulnérable. Nora Brox, veux-tu m'épouser? La réponse de Nora résidait dans son sourire radieux, dans les larmes qui répondaient aux siennes. Oui, chuchota-t-elle, puis plus assurément. Oui. Elle s'agenouilla près de lui sur le sol, ne se souciant pas de son tailleur de créateur, se mettant à son niveau plutôt que de le forcer à se lever, une action simple qui incarnait leur partenariat égalitaire. Leur baiser scella la promesse, doux et certain dans la lumière du matin. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Ethan fit un geste vers le fauteuil roulant. Je pourrais avoir besoin d'un peu d'aide pour me relever. La romance nécessite parfois une assistance pratique. Nora rit, le son joyeux résonnant dans le Penthouse alors qu'elle l'aidait à retourner dans le fauteuil. Leur capacité à reconnaître les limites sans être définie par elle était devenue la pierre angulaire de leur relation, trouvant l'humour et l'humanité dans la réalité du handicap, plutôt que de prétendre qu'il n'existait pas. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans leurs cercles respectifs. Les médias, toujours avides de développement dans la vie d'Ethan Rivers, rapportèrent l'histoire avec divers degrés de précision et de sensibilité. Certains médias se concentrèrent sur les circonstances inhabituelles de leur rencontre, soulignant la dynamique médecin-patient qui s'était maintenant conclue avec son incarcération pour une peine de 6 mois pour violation de son accord de plaidoyer. Mais Ethan et Nora restèrent concentrés sur leur avenir, indifférents aux récits extérieurs sur leur relation. Les défis juridiques étant derrière eux, ils tournèrent leur attention vers leurs projets professionnels et les préparatifs du mariage. Le centre de rééducation que Nora rêvait depuis longtemps d'établir prit forme grâce à leurs efforts conjugués. Son expertise médicale était parfaitement complétée par le sens des affaires d'Ethan. Situé à la périphérie de Manhattan, l'Institut de rééducation Rivers Brox combinait des traitements de pointe avec un soutien holistique, servant des patients de tout le spectre socio-économique grâce à des approches de financement innovantes. L'entreprise de construction de ton frère a fait un travail exceptionnel, observa Ethan lors d'une visite de préouverture de l'établissement. Jasper Brox avait été engagé pour assurer une accessibilité parfaite dans tout le bâtiment, son expérience directe du handicap éclairant des choix de conception qui allaient au-delà de la conformité standard pour créer des espaces véritablement inclusifs. Il comprend les détails qui font la différence, convainc Nora, la fierté évidente dans sa voix. Les angles des rampes, la hauteur de l'équipement thérapeutique, la dignité offerte par une navigation indépendante.
Le centre ouvrirait un mois après leur mariage, représentant l'aboutissement professionnel de leur vision commune, mais d'abord venait la célébration personnelle de leur engagement à un événement qu'ils abordaient avec leur prévenance caractéristique. Rien d'extravagant, avait insisté Nora lors des premières discussions de planification. Quelque chose de significatif plutôt que de voyant. Ethan, qui avait autrefois défini le succès par l'acquisition et l'étalage, se trouvait maintenant en parfait accord. Son premier mariage avec Lila avait été un spectacle mondain, présenté dans les magazines, fréquenté par des célébrités. Orchestré pour un impact public maximal, cette union méritait quelque chose d'authentique plutôt que de performatif. Ils choisirent le jardin de l'hôpital comme lieu de cérémonie et le même espace où Ethan avait reconnu ses sentiments pour Nora, où ils avaient tendu le piège qui les avait libérés des menaces de Lila, et où ils avaient passé d'innombrables heures pendant sa rééducation. Le symbolisme n'échappait à personne connaissant leur histoire. 3 jours avant le mariage, Ethan franchit une nouvelle étape dans son rétablissement. Après des mois de thérapie spécialisée et de traitements expérimentaux, il se tint debout, soutenu uniquement par des béquilles d'avant-bras, faisant plusieurs pas indépendamment lors d'une séance dans leur centre de rééducation nouvellement achevé. « Je veux être debout pour nos vœux », dit-il à Nora ce soir-là. Son expression était un mélange de détermination et de vulnérabilité. Non pas parce que je le dois, mais parce que je le peux. Grâce à toi qui as cru que c'était possible. Nora toucha doucement son visage. Je n'ai jamais douté de ta force. Mais souviens-toi que tu sois debout ou assis, avec des béquilles ou le fauteuil, cela ne change rien à la façon dont je te vois ou dont je t'aime. Son acceptation le libéra de la pression de la performance, permettant au choix de se tenir debout de devenir un cadeau plutôt qu'une obligation. Cette compréhension illustrait la fondation qu'ils avaient bâtie, une acceptation authentique plutôt que des attentes. Le jour de leur mariage se leva clair et lumineux, le jardin de l'hôpital en pleine floraison pour le rassemblement intime. Seulement 60 invités étaient présents, familles, amis proches et collègues qui avaient soutenu leur parcours. Parmi eux se tenait un couple digne dans la soixantaine, les parents de Nora, qui avaient accueilli Ethan malgré les vastes différences de milieu et de circonstances. Étaient également présents plusieurs des anciens thérapeutes d'Ethan, Clara Hudson de Reverse Fresh Enterprises, Simon Caldwell et sa femme. Et, plus surprenant encore, Daniel Peterson, le conseiller père qui avait averti Ethan au début de sa rééducation que son mariage avec Lila pourrait ne pas survivre à sa blessure. « Tu m'as prouvé que j'avais tort de la meilleure façon possible », dit Daniel à Ethan avant la cérémonie, faisant un geste vers Nora qui parlait avec des invités à proximité. Pas au sujet de Lila. J'avais raison sur ce point. Mais au sujet de trouver quelqu'un qui voit au-delà du fauteuil. Elle n'a jamais vu le fauteuil, répondit Ethan pensivement. Elle m'a vu lutter pour récupérer mon identité et m'a rappelé que qui je suis n'a rien à voir avec le fait de pouvoir marcher. Lorsque la cérémonie commença, Ethan se tint debout avec le soutien d'attelles spécialisées et de béquilles, un triomphe de la volonté et de la médecine moderne. Nora marcha vers lui, non pas dans une robe blanche traditionnelle, mais dans une simple robe bleu pâle qui complimentait son teint riche et reflétait la couleur du ciel au-dessus de leur jardin. Leurs vœux étaient personnels plutôt que traditionnels, des promesses façonnées à partir de la compréhension unique qu'ils avaient développée à travers les défis et les triomphes. « Je promets de te voir tout entier », s'engagea Ethan, « ta force et ta vulnérabilité, ta brillance et ton humanité. Je promets de construire avec toi plutôt que pour toi, d'écouter aussi attentivement que je parle, et de me souvenir que notre plus grand atout n'est ni la richesse ni la santé, mais notre capacité de résilience ensemble. » Les vœux de Nora égalaient les siens en prévenance. « Je promets de marcher à tes côtés, métaphoriquement et littéralement, ajustant mon rythme au tien si nécessaire, mais ne ralentissant jamais tes progrès par le doute. Je promets de te mettre au défi quand tu as besoin de force et de te soutenir quand tu as besoin de repos. Par-dessus tout, je promets de me souvenir que l'amour ne se trouve pas dans des circonstances parfaites, mais se crée dans une réalité imparfaite. » Alors qu'ils échangeaient les alliances, la lumière du soleil filtrait à travers les fleurs de cerisier au-dessus de leur tête, projetant des ombres tachetées sur leurs mains jointes. Le moment recelait une magie tranquille qu'aucun mariage mondain n'aurait pu fabriquer, une émotion authentique dans un cadre qui avait été témoin à la fois de la lutte et du triomphe. Simon, qui servait de témoin, décrivit plus tard la cérémonie comme « la guérison rendue visible », une phrase qui capturait la transformation évidente pour tous les présents. Ce qui avait commencé comme une relation médicale avait évolué, par l'intégrité, le défi et une connexion véritable, en un partenariat qui renforçait les deux participants. Leur réception, tenue dans le centre de rééducation qu'ils avaient créé ensemble, équilibrait célébration et raison d'être. Au lieu de cadeaux de mariage,
ils avaient demandé des dons à une fondation établie pour fournir des services de rééducation de pointe aux patients sans ressources financières. À l'approche de la soirée, Ethan et Nora partagèrent leur première danse, un moment qu'ils avaient chorégraphié pour s'adapter à sa mobilité tout en soulignant leur synchronicité naturelle. Lorsque la musique s'arrêta, ils restèrent en mouvement, front touché, bougeant à un rythme que seuls pouvaient entendre. « Es-tu heureux » demanda doucement Nora, ses yeux cherchant les siens. « Au-delà de tout ce que j'imaginais possible », répondit Ethan avec une certitude absolue. « Il y a 2 ans, je pensais que ma vie était finie. En réalité, elle ne faisait que commencer. » Leur lune de miel les emmena en Géorgie, où la famille de Nora accueillit Ethan dans leur communauté soudée avec une chaleur sincère. La modeste maison où elle avait grandi ne pouvait être plus différente de son éducation privilégiée, pourtant il se trouva plus à l'aise parmi ses proches directs qu'il ne l'avait jamais été dans les cercles sociaux d'élite de Manhattan. À leur retour, ils s'installèrent dans un rythme qui équilibrait engagement professionnel et connexion personnelle. Le centre de rééducation prospéra sous leur direction complémentaire, Nora supervisant les protocoles médicaux tandis qu'Ethan gérait les aspects administratifs et financiers. Leur approche innovante attira bientôt l'attention des publications médicales et des organisations de défense des handicapés, créant des opportunités d'étendre leur modèle à l'échelle nationale. 6 mois après leur mariage, lors d'un rassemblement de routine de leurs familles élargies, Nora partagea une nouvelle qui laissa tout le monde sans voix de joie. Elle était enceinte. Et les échographies ont confirmé que nous attendons des jumeaux. Un garçon et une fille, annonça-t-elle. Sa main était entrelacée à celle d'Ethan, alors que l'émotion submergeait son calme habituel. 2 petits miracles, dit-elle, qui grandiront en sachant que le véritable amour n'est pas une question de perfection physique ou de richesse, mais de voir la beauté dans l'âme de l'autre. Leur mariage avait été intime, tenu dans le jardin de l'hôpital où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, et si quelqu'un remarqua que la demoiselle d'honneur était un petit terrier portant un nœud papillon, le même chien qu'Ethan avait sauvé cette nuit fatidique, eh bien, cela ne rendit l'histoire que plus parfaite.